Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur aujourd'hui de vous accueillir à cette conférence de la tribune et vous présenter notre invité, le général Barrera. Notre invité est une figure éminente dans l'armée de terre et en gravi tous les échelons avec distinction. Excusez-moi, je suis un peu stressé devant un tel homme. Ouais. Ah ouais. On est bien, ouais. Tu veux me tenir la feuille? Je fais l'intro. Ok. Hein. Il s'est particulièrement illustré en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo en tant que colonel en commandant le bataillon. Ok. En tant que colonel et commandant de bataillon, il a été déployé en Côte d'Ivoire pour sécuriser des camps de réfugiés et protéger les populations. Promu général, il a pris en charge la brigade Serval en 2013, menant une campagne victorieuse aux côtés des troupes maliennes contre Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes terroristes, sécurisant ainsi la capitale Bamako et libérant Tombouctou. En 2017, il a été promu major général de l'armée de terre. Après avoir fait ses adieux aux armes en 2020, il a rejoint le groupe Thales en tant que conseiller défense terre. L'armée et la guerre sont des sujets qui peuvent paraître lointains. Pourtant, notre continent a récemment connu des conflits majeurs, au Kosovo il y a 25 ans et en Ukraine actuellement. En outre, les troupes françaises ont été mobilisées près de 10 ans pour lutter contre la menace terroriste au Mali et son voisinage. Qu'on le veuille ou pas, la France consacre 2% de son PIB aux dépenses militaires et se tourne de plus en plus vers des ingénieurs et les technologies de pointe pour se moderniser. Aujourd'hui, nous avons la chance de bénéficier de l'expérience et de l'expertise du général Barrera et nous en profiterons pour avoir un éclairage précieux sur les enjeux actuels et les défis futurs de notre sécurité nationale. La conférence va se diviser en 3 parties. D'abord, le général va nous présenter l'opération Serval et son commandement de l'opération. Ensuite, nous lui poserons des questions et on laissera du temps à la fin pour que vous puissiez aussi échanger avec le général. Merci beaucoup. Très bien, donc je peux commencer. Bon, bravo pour cette introduction. Non, écoutez, je suis très heureux et puis très honoré d'être avec vous ce soir. Je connaissais pas votre école et votre campus, c'est la première fois que je viens. Bon, et c'est vrai que venir de Meudon, quand votre navigateur vous dit 1 heure, c'est 1h40, donc vous connaissez quand vous êtes un peu loin de Paris. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa d'être ici et de pouvoir bosser ici. Voilà, donc je suis conseiller défense chez Thales après avoir fait pratiquement 40 ans dans l'armée de terre. Et donc je vais commencer par vous faire un témoignage sur ce que c'est qu'une opération, ce qui présentera l'avantage de peut-être mieux vous faire saisir ce que c'est que les relations des hommes, des subordonnés, des chefs, et puis comment est-ce qu'on mène une opération, voilà, vue par un général. Et puis ensuite, je répondrai à des questions. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de questions pièges derrière, là. Des questions où je suis plus ou moins compétent pour répondre, je verrai ce que je pourrais vous dire. Et puis après, vous me poserez toutes les questions que vous voulez, parce que c'est le but du jeu, quoi. Voilà. Alors la première partie, c'est la partie Serval. Bon, ça commence à être de l'histoire maintenant, hein. 2013, vous voyez, 11 ans. Et quand on voit l'état de l'Afrique par rapport à ce qu'on a connu il y a 11 ans, donc effectivement, ça va très vite. Bon, là, je vous fais vraiment un focus sur la dernière opération, qui est quand même une opération d'ampleur, puisque c'est une opération qui a mis en place, on a mis en place plusieurs milliers d'hommes, et avec une opération de combat, de libération d'un pays grand comme 2 fois la France. Et donc ça a quand même été quelque chose qui a été un grand moment. Enfin, un grand moment, pas seulement pour moi à titre personnel avec mes hommes, mais au niveau des Africains et de la France, c'était quand même un engagement fort de la France qui respectait en même temps les accords de partenariat et de souveraineté qu'il avait avec les pays africains. Et puis parce que c'est la menace directe qu'on avait juste en dessous de chez nous, quoi. Hein, donc vous vous rappelez, c'était à l'époque de l'Afghanistan. Alors, je vais lui demander de passer les diapos au fur et à mesure. Bon voilà, moi je commandais une brigade. Ah oui, alors, on m'a demandé de me présenter avant. Ouais, c'est vrai, c'est une façon, même s'il l'a très bien fait, c'est une façon de vous faire comprendre la vie d'un officier et par où il passe. Donc je vais le faire assez brièvement. Bon, je suis rentré en 62, donc vous voyez, j'ai 62 ans. En fait, je suis rentré en lycée militaire. À l'époque, ça s'appelait collège militaire à l'âge de 16 ans. Hein, parce que mon père n'arrêtait pas de déménager, était militaire aussi, donc un peu de stabilité dans un lycée militaire. Et puis j'ai passé première, terminale, j'ai passé 2 ans de corniche, comme on disait, et ensuite le concours de Saint-Cyr en 82. Donc j'ai fait 82-85, la première promotion qui était la promotion du général de Montsabert, que vous voyez en photo ici, parce qu'après j'ai commandé la brigade, mais qui était la brigade Montsabert.
voyez, donc j'ai eu de la chance parce que j'ai été 2 fois sous les ordres de mon Saber, même s'il est mort depuis longtemps, quoi. Et donc, j'ai servi cette promotion de Saint-Cyr, 1 an d'école d'application pour apprendre le métier de fantassin, puisque j'ai choisi l'infanterie. Et ensuite, je suis parti et j'ai fait 6 ans de guerre froide en Allemagne. Voilà, donc je fais partie d'une génération qui a connu la guerre froide. Je vous le dis parce qu'en fait, moi, j'ai commandé des soldats et des sous-officiers, des officiers qui, en fait, n'ont pas connu cette époque-là et qui ont connu que la période qu'on vient de traverser, qui est une période de 30 ans de projection, hein, d'opérations outre-mer, qu'on appelle les OPEX. Mais finalement, la guerre froide, ils n'ont pas connu. Et c'est vrai que quand je suis sorti de Saint-Cyr en 86, le mur n'était pas tombé. Et en fait, on avait quand même plus de 50 000 hommes armés, donc des divisions blindées qui étaient en Allemagne. Et on en avait 2 fois plus en France. Et en fait, le but de l'armée de terre, c'était d'arrêter les chars russes et les chars du pacte de Varsovie avant d'utiliser l'arme nucléaire. Voilà, c'était ça notre doctrine d'emploi. Et moi, j'étais un lieutenant et après un capitaine d'une compagnie anti-chars qui avait pour objectif de détruire le maximum de chars pour permettre de gagner du temps avant d'envoyer le feu nucléaire. Voilà, vous voyez, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Enfin, on le revient d'ailleurs, on redevient. Mais pendant 30 ans, quand je disais que face à moi, j'avais 50 000 chars russes et ma section devait en détruire 200 pour avoir gagné la guerre, les gens ils me regardaient. Alors on était au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de la Bosnie, donc c'était pas du tout le trip. Comme quoi, la géopolitique change très vite. Voilà, donc j'ai fait 6 ans en Allemagne avec des appelés que j'ai adoré parce que j'ai adoré commander des appelés. Des gens qui restaient pour 1 an mais qui se donnaient à fond. Hein, le français est généreux. Et j'ai formé comme ça des centaines d'appelés que j'ai eu sous mes ordres. Et puis ensuite, après ces 6 ans en Allemagne, je suis allé à Clermont-Ferrand. Alors c'est pas là, c'était le coup d'avant, où j'ai commandé ma compagnie. Donc une compagnie, c'est 150 hommes que j'ai commandé pendant 3 ans. Je suis parti avec eux 6 mois dans la poche de Bihac, qui était une des poches qui était encerclée par les Serbes, où il y avait des Bosniaques à l'intérieur. Et j'ai protégé les Bosniaques dans la poche de Bihac. Et comme ils étaient aussi un peu joueurs, ils ont coupé la poche en deux, ils se sont tapés entre eux. Donc au bout d'un moment, on était au milieu de la poche où ils se tapaient entre eux, entourés par des Serbes qui leur tapaient dessus. Bon voilà, ça changeait un peu de la guerre froide, quoi. Voilà. Et après je suis reparti, j'ai fait l'école de guerre, qui permet de continuer d'avancer. Chef d'un bureau opération instruction. Donc en fait, c'est le numéro 2 ou 3 d'un régiment de 1000 hommes, 1200 hommes. C'est celui qui donne les ordres et qui instruit et qui pense à faire l'instruction ou qui conçoit l'instruction des soldats. Là, je suis parti au Kosovo, à Mitrovica, pour ceux qui en ont entendu parler. Donc c'était sur une ville qui était partagée entre les Kosovars albanais et les Kosovars serbes. Donc une zone de conflit où ça a pas mal chauffé. Après mon temps de chef de l'UAI, je suis parti à l'état-major de l'armée de terre, à Balard, où là j'ai conçu pendant 4 ans Scorpion. Vous voyez, tous les programmes Scorpion, qui en fait est le programme de modernisation de l'armée de terre actuellement. Voilà, on l'a conçu à 2 lieutenants-colonels entre 2000 et 2004. Et ensuite, le train est parti, dans le train capacitaire, et ça a donné Scorpion. Donc comme quoi, quand on est petit lieutenant-colonel, on peut initier des grandes choses avec la DGA, avec les ingénieurs, avec les industriels. Et puis j'ai commandé mon bataillon, qui était un bataillon en Allemagne encore. Et après avoir commandé ce bataillon, je suis parti faire le CHEM, l'IHEDN. J'ai été au cabinet du Premier ministre pendant 2 ans. C'était à l'époque de François Fillon et du général de Villiers. Et ensuite, en 2011, j'ai pris le commandement de ma brigade en passant général. Donc et là, c'est la brigade que j'ai commandée à Clermont-Ferrand et autour de Clermont-Ferrand, puisque c'était 6000 hommes répartis dans 5 régiments. Et c'est à ce moment-là que l'alerte Guépard a été déclenchée. J'étais d'alerte avec ma brigade. Je vais vous l'expliquer, il y a 8 brigades, donc on était d'alerte tous les 6 mois. Et je suis parti en opération pendant 6 mois. Voilà. Et après ça, je suis revenu sur Paris. Et là, j'ai fait une carrière un peu parisienne, sous-chef plan, donc responsable de tout ce qui est équipement de l'armée de terre pendant 3 ans et demi, major général, donc le numéro 2 de l'armée de terre, ou des 120 000 hommes de l'armée de terre. Et puis en fin de major général, soit je passais chef d'état-major, soit inspecteur général. Donc je passais inspecteur général, donc 5 étoiles, et j'ai terminé il y a 4 ans. Voilà. Et donc depuis 4 ans, donc j'ai pas pris ma retraite, mais je suis en 2e section. Et en fait, le groupe Thales, avec qui j'avais travaillé 20 ans avant, quand j'avais lancé Scorpion, m'avait repéré. Et ça faisait 2 ou 3 ans qu'il me tirait par la porte, par la manche, en disant écoutez, ça nous intéresse de travailler avec vous, parce que en fait, vous connaissez l'emploi de l'armée de terre, et en fait, quel est le combat futur. Et j'avais toujours réfléchi au combat futur, le coup d'après. Ce qu'on vous demandera toujours, hein, c'est pas faire de la conduite, c'est de penser le coup d'après. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé dans le capacitaire. Voilà, je suis marié, je me suis marié tardivement, j'ai 4 gamins.
Donc on attend Parcoursup pour les 2 derniers. Donc vous voyez, ça rajeunit, quoi. Voilà, à la maison, il n'y a plus les couches, mais c'est sportif, quoi. Voilà, mais c'est ça qui est bien. Bon, allez, on va passer vite, sinon je parlais que de moi et de ça. Alors le Mali, bon, je vous fais une présentation rapide parce que sinon on va passer la soirée là-dessus, puis c'est pas l'objectif. Hein, j'ai compris qu'il y avait bien 3 parties. Le Mali, bon, vous le savez, c'est un pays qui est grand comme 2 fois la France. Je vous ai mis ici Kapisa, Kosovo, c'est les zones où on était juste avant 2013. Vous voyez, l'armée de terre a été engagée en Kapisa, donc Kapisa c'est en Afghanistan. On a été engagé le coup d'avant au Kosovo, c'est là où j'étais, donc à Mitrovica. Vous voyez, c'est un théâtre complètement différent de ce qu'on avait connu avant. Et c'est vrai que l'armée de terre, elle est habituée, ou pendant 30 ans, elle a été habituée finalement de passer d'un théâtre à l'autre en fonction des crises et des décisions politiques. Donc il fallait être apte à pouvoir être projeté sans trop savoir contre qui on allait se battre, quoi. Et ça, c'était juste après l'Afghanistan, où on avait passé quand même presque une dizaine d'années. Voilà, donc le Mali, la répartition ethnique du Mali. Bon, vous avez un fleuve qui s'appelle le fleuve Niger, qui coupe le pays en deux, et qui en fait au nord, je vais être un peu schématique, c'est le sable, c'est les Touaregs, c'est les Maures, et au sud, c'est des populations plutôt, je veux dire, noires et qui sont sédentaires. Voilà, alors qu'ils sont plutôt, ils bougent et dynamiques au niveau du nord. Après, voilà, en 2011, il y avait eu un coup d'État en janvier 2012. Les djihadistes avaient pris le pouvoir dans la foulée et en fait, à part Bamako, tout le reste était occupé par les djihadistes. Voilà. Il y avait une zone verte, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une zone verte, et en fait, on s'attendait à ce qu'ils descendent, mais on ne savait pas trop. C'est à l'époque où on voyait les reportages où ils battaient les femmes, ils coupaient les mains, ils détruisaient les mausolées. Bon, ça, c'était 2012, jusqu'en 2012. Et puis, en début 2013, ils ont décidé de faire un raid sur Bamako, avec plusieurs centaines de pick-up, et c'est là où c'est allé très vite, en fait. Parce que là, le gouvernement français s'est rendu compte que s'ils ne bougeaient pas, parce qu'il n'y avait personne, hein, l'armée malienne, il n'y avait plus d'armée. Hein. Ils ont été bousculés à Konna et à Diabali. Et en fait, le raid partait directement sur Bamako. Et c'est là où l'intervention de l'armée française a permis d'arrêter ce raid djihadiste et puis d'éviter de se retrouver avec des centaines ou des milliers de ressortissants français et européens pris au piège dans Bamako. Bon, voilà l'ennemi qu'on avait en face de nous. Vous voyez, avec des bonnes têtes de démocrates. Hein. Donc des gens qui sont quand même sur des trafics, qui sont quand même... bon, c'est pas qu'un idéal religieux. Hein. Il y en a un, on l'appelait Marlboro, donc c'est Ben Mokhtar qui est en bas. Et puis en fait, c'est aussi beaucoup à base de trafic de drogue, et puis enfin, c'est tous les trafics, quoi. Et puis trafic de migrants aussi qu'ils organisaient, qui était très lucratif. Voilà, ils ont pratiquement tous été tués. À l'époque, janvier 2013, rappelez-vous, on avait des otages qui avaient été pris et qui étaient au nord du Mali. Et puis cette carte, elle vous montre aussi qu'à cette époque-là, même si ça évolue un petit peu, on avait ce qu'on appelle des forces prépositionnées, qu'on a toujours, qui sont des forces qui sont positionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Tchad et bon, aussi à Djibouti, et qui sont des points d'appui pour des opérations au profit des pays africains lorsqu'ils nous demandent d'intervenir. Ce qui a été le cas pour le Mali, par exemple. Donc, au lieu de venir directement de France, vous pouvez envoyer des unités qui sont sur place, même si elles sont peu nombreuses. La mission des forces françaises qui a été quand même faite très vite, bon, je vais vous le résumer, c'était libérer le pays, détruire l'ennemi, je vous la fais simple, hein, libérer le pays, détruire l'ennemi et rétablir un pouvoir démocratique. Voilà, donc c'était quand même la mission que j'ai reçue lorsque je suis parti tout début janvier. Voilà. Lorsqu'on continue, bon ça, le seul avantage dans le fonctionnement de l'armée de terre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il y avait 8 brigades. Il y en a 6 maintenant. Hein. C'est les silos verticaux que vous voyez. Moi, je commandais la 3e, celle qui est grisée, là, avec BG, alors, Battle Group 2, 3 et LCC, donc Land Component. Donc ça veut dire un PC de brigade. Et puis, ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est que, vous voyez, quand on est en guépard, quand on est en guépard, c'est en alerte, vous avez une brigade qui est en alerte pendant 6 mois. Mais vous avez aussi des briques ailleurs qui sont en alerte. Parce qu'en fonction de l'ennemi que vous aurez à combattre, du terrain que vous aurez à affronter, de l'environnement, ben on vous rajoute des morceaux de Lego pour pouvoir remplir votre mission. Là, par exemple, quand il s'agit d'aller partir au Mali, bon, ma brigade a servi l'ossature, mais on m'a rajouté un bataillon d'hélicoptères, on m'a rajouté un bataillon de parachutistes,
On m'a rajouté également des moyens alors pas de défense solaire, mais de guidage, plus des transmissions que je n'avais pas organiquement dans ma brigade. Voilà. Et donc c'est un peu c'est très modulaire, mais ça permet de partir avec des unités qui correspondent à ce dont on a besoin. Et ça correspondait d'ailleurs. Bon, alors, je vous passe vite, mais en fait, là, le grand défi, puisqu'on parlait de logistique, en fait, vous arrivez au Mali, il n'y a rien. Vous êtes loin de la mer. La plateforme aéroportuaire de Bamako a été complètement sinistrée. Il n'y a pas de réserve de carburant, il n'y a même pas de tour il y avait pas de tour d'atterrissage. Il a fallu mettre des gens pour faire atterrir les transals. Quand je suis arrivé, moi, le 21 janvier, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a passé un coup de balai dans un hangar qui était désaffecté. On a creusé des feuillets parce qu'il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'eau. On a posé les cartes par terre parce qu'il n'y avait pas de table. Et en fait, on avait nos cartes avec du scotch qu'on avait ramené de France parce qu'en fait, on est parti de zéro, quoi. Vous arrivez, ce qu'on appelle une entrée en premier. Et là, c'était vraiment une entrée en premier dans un pays qui est chaud. Il fait très chaud, il fait 40 degrés toute la journée. Et en fait, vous n'avez aucune infrastructure. Donc, si vous avez oublié quelque chose, votre ruban de colle, vous ne l'avez pas, quoi. Donc, vous êtes parti. Moi, je suis parti avec mes cartes sous le bras, quoi. Et puis avec mon sac de couchage, et puis avec de quoi tenir pendant quelques jours. Hein, donc là, c'est vraiment entré en premier. Alors avec qui? Alors on s'est battu avec pas mal d'Africains, parce que les Africains étaient avec nous, hein, il n'y a pas que les Français, notamment des Tchadiens. Moi, je commandais une troupe de plus de 4000 hommes. Il y avait 3000 Tchadiens qui étaient avec moi, qui étaient commandés par le général Muhammad Déby, actuellement président de la République de Tchad. Voilà, bon, lui, il est président, moi, je suis à la deuxième section chez Thales. Voilà, mais bon, voilà, après, chacun son destin. Hein. C'est peut-être plus stable d'ailleurs, hein, mais enfin, en tout cas, toujours est-il que j'avais Muhammad en face de moi et puis on se voyait régulièrement. Je prenais l'hélico la nuit, j'allais le voir, on se concertait. Enfin voilà, on a bien combattu ensemble. Et puis il y avait la MISMA qui est aussi qui est en fait une force africaine où il y avait des Sénégalais, il y avait des Nigériens. Il y avait un Saint-Syrien qui commandait un bataillon nigérien qui était avec moi. Enfin voilà, et puis des Togolais. Enfin, il y avait pas mal d'Africains qui se sont battus également avec nous. Bon, voilà, vous les voyez ici, vous voyez principalement français et des Maliens qui nous ont suivis, bon, qui étaient ceux qui avaient survécu, en tout cas qui avaient pu se rassembler et qui ont tenu les villes et sur lesquelles on s'est vraiment appuyé et on a combattu ensemble. Voilà, tous les matins, je faisais une réunion avec les Maliens pour leur expliquer où est-ce qu'on en était. Ils étaient dans mon PC et on partageait le renseignement. Donc c'était vraiment un combat ensemble. Voilà. Ensuite, alors comment ça s'est passé? Dès qu'il y a eu le déclenchement de l'alerte, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est le 11 janvier, il y a le président de la République a décidé d'arrêter la colonne du pick-up avec des hélicoptères des forces spéciales qui étaient sur place. Voilà, il y a quelques forces spéciales. Donc ils ont arrêté au canon et à la mitrailleuse des pick-up. Il y a un hélicoptère qui a pris des coups, le pilote a été grièvement blessé, il est reparti, il s'est posé un peu plus loin et il est mort aux commandes de son hélicoptère. Ensuite, l'armée de l'air a également pilonné la colonne. Là, les gars ont compris que de toute façon, la France maintenant s'opposait à son action. Donc, ils se sont arrêtés sur place et ils ont pas voulu continuer jusqu'à Bamako. Et dans la foulée, on a fait intervenir Guépard, c'est-à-dire ma brigade. Donc, d'abord, on a envoyé tout, des hélicoptères, et puis les gens qui étaient en Afrique, qui étaient au Tchad, qui ont traversé une partie de l'Afrique en roulant pour rejoindre le Mali. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défendu Bamako. Ils se sont mis en hérisson autour de Bamako parce qu'en fait, sinon, les djihadistes continuaient, quoi. Et quand les djihadistes ont vu qu'ils se prenaient des coups et que les Français défendaient Bamako, bon, ils sont restés au niveau du Niger et après, on les a repoussés jusque dans le nord. Voilà. Et au même moment, j'avais des gens qui, vous voyez, le dispositif Guépard qui était en alerte, à qui on a dit pour tous prêts à partir. Et comme ça faisait 6 mois qu'on se préparait, en fait, les gens avaient les piqûres, ils étaient préparés, ils avaient leur armement, ils avaient tout, ils avaient leur passeport et ils étaient prêts à partir. Voilà, la course en avant, donc dès que je suis arrivé, moi, vous voyez, c'est 11-21, donc mes unités sont arrivées en l'espace de 10 jours, et pendant qu'on envoyait les unités, les autres étaient sur les bateaux ou en avion pour rejoindre l'Afrique. Donc ça, c'était la première phase. Et puis la deuxième phase, ça a été la phase de monter, de repartir vers le nord. Donc repartir vers le nord, en fait, voilà, ça a été très rapide, hein. Moi, j'arrive sur Bamako, il fait très chaud, prenez 40 degrés, alors que je venais de quitter Clermont-Ferrand où il faisait moins 12. Hein, on était bloqué par la neige. Moi, mon objectif, c'était d'arriver à Roissy sans foutre la bagnole dans le bas-côté, parce que tout était gelé, quoi. C'était l'hiver 2013, il a fait très froid. Et vous passez de moins 10 à plus 40. L'avantage, c'est que vous mangez des mangues à 5 centimes. C'est quand même pas en France qu'on mange des mangues à 5 centimes. Mais en même temps, après, il n'y a rien d'autre, quoi. Il y a rien d'autre. On arrive à Bamako, et puis là...
J'étais en contact direct avec le niveau politique par le biais du centre de planification et conduite des opérations. Et je leur dis, bon, j'arrive, j'ai les gens qui me protègent, enfin qui protègent Bamako qui arrivent d'Afrique, il y a le bataillon d'hélicoptères qui arrive, mes 2 autres bataillons qui vont arriver. Bon, c'est quoi la mission? Et là, vous voyez, c'est un peu comme Leclerc à qui on dit prenez Paris. Là, je reçois la mission, prenez Tombouctou, quoi. Prenez Tombouctou, ça fait rêver, quoi. Vous ne recevez pas tous les jours un ordre comme ça dans votre vie, quoi. Voilà, là, surtout que 3 jours avant, je poussais les luges de mes gamins qui n'arrêtaient pas de gueuler parce qu'il faisait froid au pied du Mont Sancy. Et 3 jours après, c'est prenez Tombouctou avec 4000 hommes autour. Enfin, il n'y en avait pas 4000, il y en avait 2000 à l'époque. Là, je me dis, ah ouais, ça c'est quand même un boulot intéressant quand même, parce qu'on change de boulot là. Voilà, donc je dis pas ça parce que j'ai pas mes gosses, hein, mais je dis parce que là, on passe de -10 à +40, et là, on se retrouve avec une mission qui est quand même une mission. Et là, je me dis, bah, je fais quoi? Prendre Tombouctou, vous regardez la carte, et tout ce que vous avez appris en école, toute votre expérience des dernières opérations entre en jeu pour pouvoir faire la bonne méthode de raisonnement tactique et prendre la bonne décision. Et vous posez la question, l'environnement, le terrain, bien sûr la météo, l'ennemi, comment est-ce que tout ça, lorsque je le rentre dans la zoubinette, avec un peu d'intelligence humaine, par où je passe, quoi? Est-ce que je passe par la gauche, par la droite, voyez? Et je ne vais pas trop détailler, mais là, vous voyez les petits véhicules qui montent. En fait, je pouvais passer où je voulais. Parce que Paris me dit prenez Tombouctou, mais en fait, là, j'ai pris les cartes que j'avais achetées à la FNAC juste avant de partir, parce que je n'avais pas d'autres cartes, hein, avec le guide du routard sur le Mali. C'était ça, hein, parce qu'on est parti, le coup de sifflet. Hein. Et donc, c'était système D du début à la fin, quoi. Et donc là, je regarde la carte, et puis je me dis, bah, soit je passe par Gao, à droite, et puis après, je passe au nord du fleuve Niger, et je vais à Tombouctou. Soit je coupe directement par une route bétonnée, et j'arrive devant le Niger, le fleuve Niger, et après, je prends les bacs, et je vais à Tombouctou. Ou bien, je prends le chemin le plus merdique, qui est celui qui passe à gauche, qui est dans les sables, dans les marais, parce qu'il y a aussi des marais, et puis bah, là, au moins, j'arriverai à Tombouctou. Alors, évidemment, bah non, il vaut mieux prendre l'autoroute, il vaut mieux prendre par la droite. Bon, par la droite, sur les cartes, il y avait des belles routes, en fait, elles n'existaient pas, donc heureusement que je n'ai pas été. Et comme je n'arrivais pas à avoir de photos aériennes, donc je me suis dit, moi, je ne joue pas ma manœuvre sur un coup de dé. Ensuite, la route, je me dis, je vais aller très vite, je vais arriver devant Tombouctou, à 10 km, mais en fait, il y a le fleuve Niger, et normalement, il faut que je prenne les bacs. Si l'ennemi n'est pas con, il va saboter les bacs. Parce qu'en fait, tout le monde passe des bacs, il n'y a pas de pont là-bas. Mais donc, normalement, je peux arriver, puis rendre compte à Paris, je suis à 10 km de Tombouctou, échec mission, il n'y a plus de bac. Là, vous êtes relevé dans la foulée, quoi. Donc, ce n'était pas mon intention. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre le chemin qui est à droite. Et comme j'aime bien l'histoire, je me suis rappelé que, en 1780, je crois que c'est 94 ou 96, le lieutenant-colonel Joffre, que vous devez connaître, parce que c'était le vainqueur de la Marne, enfin de la Marne, oui, de la Marne, la première. En fait, Joffre, quand on lui a demandé de prendre Tombouctou, il est passé par ce chemin-là. Parce que déjà, il avait dit, là où moi je suis sûr d'arriver à Tombouctou. Donc là, ça a été le Paris-Dakar. Ça a été Paris-Dakar. Pendant 5 jours, les mecs ont poussé les véhicules qui étaient ensablés, etc. Il n'y avait pas d'ennemis, mais là, il fallait rejoindre avec les blindés Tombouctou. Et on a pris Tombouctou le 27 janvier. Donc j'ai fait larguer les parachutistes au nord de la ville pour essayer d'attraper tous les djihadistes qui voulaient sortir, parce qu'on ne savait pas s'ils étaient dedans ou pas. Et ensuite, on est rentré de nuit avec la colonne blindée pour prendre la ville. Voilà. Et donc on est allé le 27 soir. On a pris quelques prisonniers, en fait les gens qui n'avaient pas réussi à partir, parce qu'ils étaient tous partis depuis 2 jours, ils savaient qu'on allait prendre Tombouctou. Et ça, c'était la fin de la première phase. Et au même moment, j'ai fait poser d'assaut des parachutistes pour prendre le pont de Gao. Vous voyez, c'est à droite, comme ça, pour avoir le pont, parce qu'en ayant ce pont, en évitant qu'ils le sabotent, ça me permettait ensuite de mener des attaques et des offensives vers le nord, où là, je pensais que l'ennemi s'était mis. Voilà, donc deuxième phase, c'est la phase brouillard de la guerre, hein, Clausewitz, brouillard de la guerre. Il y a un moment où vous ne savez pas où vous êtes, quoi. Enfin, vous savez où vous êtes, mais vous ne savez pas où est l'ennemi, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous ne savez pas si vous allez prendre des coups. Et en fait, vous avancez, mais un peu à l'aveugle. Donc là, ça a été la période un peu la plus, je veux dire, pas la plus pénible, mais la plus sensible. Parce que pendant que je continuais d'avancer, en fait, mes bataillons arrivaient du Sénégal et du Niger. Hein, vous vous rappelez qu'ils étaient déjà en alerte et qu'ils rejoignaient. Donc ceux qui étaient à Dakar, ils sont arrivés sur un bateau de la Marine nationale, donc un bataillon complet, hein, c'était 800 hommes. Et ensuite, dès qu'ils sont arrivés au Sénégal, moi, je leur ai donné les ordres, je leur ai dit, vous foncez sur Gao. Et je vous attends à Gao, qui était le point central. Et en fait, les gars, ils ont roulé pratiquement 24 heures sur 24, quoi. Ils ont roulé, ils passaient de -10 à +40 degrés.
Et la colonne blindée, elle a foncé. Et moi, le matin, je me levais, je dormais peu, mais en fait, la première chose que je demandais à mon PC quand j'étais à Gao, je dis, ils sont où? Et en fait, on ne sait pas trop où ils sont, quoi. Ils sont sur la route. Et ils étaient entre Dakar et Bamako et Gao. Et de temps en temps, on avait des comptes rendus et on les voyait avancer sur la carte. Et les gars, ils ont roulé pendant 17, 18 heures par jour. Pas 24, mais 18 heures par jour. Les pilotes, quand ils commençaient à s'endormir, c'était les sergents qui conduisaient. Mais la colonne, elle a foncé. C'était vraiment un raid. Un raid. Et ils ont fait comme ça 3000 km en raid, avec des véhicules blindés de 25 tonnes, quoi. Voilà. Et ils sont arrivés à Gao, Bamako et Gao. Et dès qu'ils sont arrivés à Gao, les mecs, c'était des locs, parce qu'ils étaient complètement crevés. Ils m'ont dit, on fait quoi? Vous attaquez directement dans le sud. Et ceux qui arrivaient du Niger, les véhicules, c'était des blindés, un peu comme ceux qu'on voit là-haut, là. Ceux qui arrivaient dans le Niger, ils sont arrivés les premiers. Donc vous foncez directement vers le nord et vous prenez Tessalit, qui est la ville la plus au nord. Alors le mec, il me dit, mais Tessalit, mais j'ai... Non, t'as pas de carte, t'as rien, mais je te file 2 Touaregs et eux, ils savent comment on y va. Donc les guides indiens, vous savez. Donc il y a 2 Touaregs qui sont montés avec la colonne blindée, et puis les gars, ils leur disaient à gauche, à droite, à gauche, à droite, et ils conduisaient et dans le désert par la transsaharienne. Comme ça, ils ont roulé pendant 2-3 jours et ils sont arrivés sur Tessalit. Et ils ont pris le camp de Tessalit, voilà, qui était déserté. Et les autres ont attaqué ensuite vers le nord. Et au même moment, dans Gao, on se faisait attaquer régulièrement par des djihadistes qui menaient des attaques suicides sur des checkpoints tenus par des Maliens, donc on allait aider, ou bien dans la ville pour se faire exploser au milieu de la population. Voilà, ça c'était le deuxième jour. Et puis ensuite, voilà, alors on s'est dit, il ne se passe rien, est-ce que l'ennemi sera là? Et en fait, l'ennemi était bien là. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des combats pratiquement ininterrompus pendant 2 mois. En 2 mois, vous voyez, entre le 19 février, qui a été le début des combats, jusqu'à fin avril, je veux dire mi-avril, parce qu'à partir de la deuxième quinzaine d'avril, c'était calme. Et en fait, ma brigade, elle était éclatée sur 3 sites. Il y avait les combats dans la drare des Ifoga, vous voyez un petit peu les rochers, là, au nord. Des combats à Gao et 200 km autour de Gao, parce qu'ils s'étaient planqués, les djihadistes, dans les oueds, et ils avaient enterré leur pick-up et ils attendaient qu'on parte. Mais en fait, les Maliens nous ont amenés sur les zones djihadistes où ils étaient plusieurs centaines. Et en fait, on les a trouvés dans les oueds. Et donc, pendant 1 mois et demi, on les a attaqués et on les a détruits en grande partie. Et puis, toujours Tombouctou, j'avais laissé une unité qui, elle, se faisait attaquer régulièrement la nuit. Comme dans les films de cow-boy, avec le couteau entre les dents, ils voulaient couper les sentinelles. Et donc, régulièrement, ils se faisaient attaquer sur Tombouctou. Voilà, donc des combats qui ont été menés pendant... Et moi, j'étais au début à Gao, et après, je suis monté à Tessalit dans un tout petit PC. C'était une partie de brigade parachutiste et une partie de la brigade que je commandais. Et en fait, on a mené des combats comme ça pendant 1 mois et demi, quoi. À prendre les vallées les unes après les autres. Vous voyez, ça correspond à ça. À Drare des Ifoga, bon, là, les grands combats ont eu lieu dans la vallée de la Matetaï, où en fait, j'ai réussi à les surprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a attaqué par le bataillon blindé à gauche, donc venant de l'ouest. Le bataillon tchadien, il a attaqué venant de l'Est. Donc le premier jour, il a eu 26 morts et 70 blessés. Et en même temps, il y avait un général malien qui, à Bamako, m'avait dit, surtout, il faut aller dans la Matetaï. C'est là où ils sont. Parce que s'ils sont quelque part, ils seront là où il y a de l'eau. Et c'est la seule vallée où il y a de l'eau. On creuse 2 mètres et il y a de l'eau. Donc il faut aller là. Et j'avais repéré qu'il y avait des puits au milieu de la Matetaï. Donc j'ai fait débarquer mon bataillon parachutiste à pied. Vous voyez, c'est les petits fantassins qui sont à pied. On les a mis sur des camions, sur des plateformes par paquet de 30, parce que j'avais rien d'autre pour les faire circuler. Ils ont roulé pendant une journée, et puis le soir, on les a déposés à pied. Et puis après, ils se sont infiltrés à pied, et ils ont coupé la vallée en 2. Et là, ils ont surpris l'ennemi, parce que l'ennemi ne s'attendait déjà pas à ce qu'on l'attaque. Les Occidentaux, 40 degrés, au nord du Mali, ne viendront jamais, parce qu'on a eu des prisonniers, ils nous l'ont dit. Hein. On ne pensait jamais que vous viendriez ici. Et puis alors, encore moins qu'on ferait une manœuvre à pied, avec une température aussi chaude, dans des cailloux, là où régulièrement on se faisait accrocher, quoi. Voilà, donc la Matetaï, ça a duré plus de 2 semaines, avec des gens qui sont rentrés cassés, mais voilà, on a détruit. Alors, vous allez me dire combien d'hommes on a perdu? On a perdu plusieurs dizaines de blessés. Et moi, mon PC qui était dans le désert était juste en face de l'hôpital de campagne, donc je voyais les hélicoptères qui se posaient avec les blessés au fur et à mesure. Donc là, quand vous commandez, vous savez ce que vous commandez, quoi, hein, avec les effets directs. Et puis, et en même temps, on a eu, pendant la campagne, finalement, on a eu 4 morts. Voilà. Un char qui a sauté sur une mine et 3 fantassins qui ont été tués d'une balle, pratiquement tous dans la tête d'ailleurs. Voilà, parce que les gars savaient bien tirer. Voilà, bon, je vous donne juste ça, les températures 45 à 50 degrés dans le petit gargare. Alors quand vous portez 40 kilos, qui fait 50 degrés, et que vous devez avancer toute la journée et que vous êtes accroché, vous le faites. Moi j'avais dit, il faut qu'on prenne la vallée en 1 semaine. En 1 semaine, les gars, ils seront rincés, quoi, ils ne pourront plus avancer.
et après les autres ils vont emmener les renforts, et là on sera mal. Donc il faut vraiment qu'on gagne en une semaine. Et en fait on a mis 2 semaines pour prendre la vallée, en la coupant en deux, hein. On a mis 2 semaines. Mais 2 semaines, c'était limite, hein. Vous voyez, je les ai acheminés sur des transports logistiques, là, des camions, par paquet de 20, attachés avec des sangles pour pas qu'ils tombent. Et puis après, c'est à pied, quoi. Voilà, système D, hein. C'était système D. Mais ça a marché. Et dans Gao et autour de Gao, donc là, c'était des combats d'infanterie, hein, qui étaient par le 92e ERI, qui était à Clermont-Ferrand, et avec chaque fois des types qui, en fait, ne se faisaient pas prisonniers. Il n'y avait pas de prisonniers, hein. Ils préféraient se faire sauter plutôt que de se rendre. On a eu très peu de prisonniers. Voilà, ils se faisaient sauter la dynamite, ou bien ils étaient piqués à la kétamine. Donc c'était une drogue de cheval qui venait de Libye. Ça fait qu'ils étaient complètement désinhibés. Ils n'avaient pas peur de la mort et ils n'avaient pas peur d'être blessés, quoi. Donc des zombies, quoi. Avec des exemples assez édifiants. Voilà, donc les opérations, on a mené les opérations sur tout le terrain, donc ça a duré comme ça pendant pratiquement 4 mois, avec des véhicules 8 roues, des véhicules des petits, des gros, enfin, il n'y a pas eu de Charles Leclerc, mais enfin tout le reste, on l'a utilisé, quoi. Des largages, même des plongeurs du génie qui ont fait des infiltrations sur 10 km pour prendre des djihadistes qui étaient sur une île sur le fleuve Niger. Vous voyez, des cas de figure vraiment très diversifiés, quoi. Voilà, le bilan, bah, vous pouvez trouver, bon, moi je dis souvent, c'était un dépôt d'armes et un centre de formation pour djihadistes, hein. On est rentré dans des grottes, il y avait des ordinateurs tactiles, avec écran tactile, en 2013, hein. Je ne savais même pas que ça existait. Et moi j'ai un légionnaire qui me dit, venez voir mon général, il ouvre l'écran, il dit, vous voulez voir quoi? Vous voulez voir un otage découpé en morceaux? Vous voulez voir comment se compose une bombe? Puis il appuie sur un bouton et là on voit un otage en train de se faire découper, quoi. Il dit, bon, ça tu fermes, on ne le montrera pas aux gosses. Et il dit, bah oui, mais ça c'était pour leur apprendre comment est-ce qu'on faisait pour égorger les otages, ou comment est-ce qu'on fait pour poser des bombes. Donc en fait, il formait les gens pour ensuite aller se faire sauter en Europe, ou en tout cas pour semer la mort. Donc on avait un centre de formation djihadiste juste en dessous de chez nous, quoi, dans les grottes de la Mététaille. Voilà, donc un sanctuaire. Donc plusieurs centaines de djihadistes tués, et puis beaucoup d'armes récupérées aussi. Voilà. Bon, les matériels, je ne sais pas si vous connaissez les matériels, il y a eu des matériels anciens, des matériels nouveaux. Vous voyez l'hélicoptère Tigre, le VBCI, le César dont on parle beaucoup, hein, depuis qu'il y a l'Ukraine. Bon, moi j'en avais pas beaucoup, hein, j'en avais 4, mais ils ont énormément servi. Et moi j'étais un fervent défenseur de l'utilisation des canons. En fait, j'ai pas eu beaucoup de pertes parce que ma tactique c'était, il faut économiser les vies humaines. Alors les miennes, hein, pas celles d'en face, hein. S'ils veulent se faire tuer, qu'ils veulent pas se rendre, tant pis pour eux. Mais en fait, économiser. Donc vous tirez avec l'artillerie, vous tirez avec les bombes avions, vous tirez avec les roquettes hélicoptères, vous utilisez tout ce que vous pouvez comme appui, ce qui fait que les fantassins, quand ils y vont, généralement en face, ils sont quand même bien fatigués, quoi, hein, ou en tout cas bien usés. Mais on ne monte pas à l'assaut face à avec des unités qui sont retranchées ou des djihadistes retranchés, et on ne leur a pas tiré dessus. Donc on a énormément utilisé l'artillerie, bombes avions, hélicoptères, combat interarmé. Bon, les raisons de la victoire, bah, rétrospectivement, ça faisait quand même, en 2013, ça faisait 20 ans qu'on faisait la guerre, parce que depuis la guerre du Golfe, en fait, l'armée de terre, elle est engagée quotidiennement, quoi. Et encore maintenant, hein. Encore maintenant, ça a été les Balkans, ça a été l'Afghanistan, après ça a été l'Afrique, le Mali, il y a eu un peu de Côte d'Ivoire, même si ce n'était pas très cinétique, mais on était quand même très engagés avec de fortes responsabilités. J'ai oublié de dire que j'avais été en Côte d'Ivoire aussi. Et puis voilà, et puis vous voyez, et puis une bonne connaissance de comment manœuvrer avec des chars, des avions, des hélicoptères, des équipements vieillissants mais qui étaient bien utilisés, et puis des gens qu'on entraîne dans le réel. Voilà, moi, mes unités, je les ai entraînées pendant 6 mois, enfin 8 mois même, avant de partir à Guépard. Il y a des gens qui avaient fait 2 centres de formation, 2 centres en zone urbaine. C'est un village de combat qui existe à Sissonne, hein, qui est près de Soissons, au nord de Reims, qui est une vraie ville, où en fait les gens s'entraînent au village de combat. Et les unités que j'ai envoyées en village de combat, enfin qui se sont battues dans Gao, elles avaient fait 2 fois le centre en zone urbaine. Et je revois encore un caporal de 21 ans, je lui dis, bon, on s'en est bien sorti, parce qu'on a quand même tué pas mal, et nous, on s'en est bien sorti. Il me dit, ah, c'est l'entraînement, hein, mon général, hein. On était au sens jub, c'est l'entraînement, hein. Moi, je ne me suis pas fait avoir, hein. Je suis passé sous les fenêtres, je savais comment il fallait passer. Mine de rien, c'est quand même ça qui a sauvé les gars. Et un bon entraînement, ça vous sauve une troupe, hein. Ou en tout cas, ça donne la supériorité. Voilà, et puis la façon de commander. Alors, je ne vais peut-être pas aller trop loin, parce qu'après, j'avais quelques mots sur le leadership, comment commander, mais c'est à vous de voir, c'est pas...
Aussi, on peut démarrer les questions. On est parti? Ok, bah déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà. Très belle présentation. Alors, si on ne fait pas la deuxième partie, je vais quand même donner la quintessence quand même de ce que je voulais démontrer. C'était quand même de dire que, bien sûr, gagner une guerre, ça dépend des capacités que vous avez. C'est-à-dire, en fait, les véhicules, les armements, les matériels que vous avez, qui doivent être quand même meilleurs que ceux d'en face. C'est bien sûr, c'est l'entraînement, comme je vous l'ai dit, parce que si vos unités sont bien entraînées, qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble, etc., c'est bien. C'est que les unités soient bien commandées, c'est-à-dire des chefs qui savent donner des ordres réalisables, qui soient atteignables, et avec les bons équipements. Voilà. Et en fait, je rajoute une chose, et toute ma carrière, ça a été ça. La guerre, c'est avant tout une relation d'hommes. Quand je dis d'hommes, c'est de combattants, quoi. Et d'hommes et de femmes, parce que j'avais des hommes et des femmes dans ma brigade. Mais c'est vraiment les relations humaines qui font la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que dans les unités, les gens ont confiance dans leurs sergents, leurs lieutenants, leurs capitaines. Et les capitaines ont confiance dans les colonels dans le général. Et le général a confiance en eux. Et plus vous diffusez de la sérénité, et plus vous avez confiance dans vos hommes, et finalement, plus ils prennent des risques consentis qui vont dans le sens de la mission. Ou bien au contraire, ils ne bougent pas. Mais en fait, c'est le fait d'avoir confiance entre nous, de se serrer les coudes, et en même temps de se dire les choses, et de respecter des procédures, notamment dans l'élaboration des ordres, on pourra y revenir, qui fait que finalement, ça a marché. Voilà. Et j'avais une très bonne équipe que j'avais entraînée pendant 1 an et demi, je les connaissais. Bon, il y en avait un ou deux qui étaient peut-être moins bons, ils étaient restés. Mais en tout cas, les très bons étaient avec moi, ils étaient restés. Et en fait, on se faisait confiance et on se disait tout. Voilà. Et moi, le général, je n'étais pas en haut de mon piédestal. Je leur disais, les gars, maintenant, il faut absolument que vous puissiez me dire la vérité. Et ce que je veux avoir, c'est la vérité. Et si ça ne va pas, ou s'il y en a un qui estime que je n'ai pas vu un truc, vous me le dites. Il faut rester basique. Il faut rester basique. Vous restez au niveau de votre soldat. Et vous vivez avec votre soldat. Et une anecdote, là, il n'y a pas la diapositive, mais une anecdote, un jour, il y a l'officier logistique qui me dit, bon, mon général, quelles sont les 4 priorités logistiques de la brigade? Alors, à l'école de guerre, on va vous dire, il faut tant de choses, il faut la priorité logistique, c'est d'avoir, si c'est maintien en condition, 50% de disponibilité des véhicules, 40 avec tant d'attrition, etc. Quand on est dans le désert, que tout le monde a la colique et qu'en fait vous arrivez à peine à marcher, qu'il fait 40 degrés, que vous ne savez pas si vous allez gagner, je dis, bah écoute, prends ton stylo, tu vas marquer 4 priorités. La première, je veux que chaque mec ait une bière par semaine. Il dit quoi? Ouais, une bière. Le mec, il a une bière. Mais on n'a pas de frigo, pas grave, une bière par semaine. Ensuite, je veux qu'il ait 3 litres d'eau sale pour se laver. Voilà, 3 litres d'eau sale pour se laver. Il dit 3 litres d'eau sale, je dis oui, oui. Parce que tu vois, c'est l'eau du puits, parce que l'eau à boire, on a juste ce qu'il faut, c'est-à-dire 10 litres par homme et par jour. Mais on ne pourra pas leur donner plus, sinon pour se laver, on ne peut pas. Donc il n'y avait pas de douche. Pendant 2 mois, il n'y a pas eu de douche. C'était 3 litres d'eau sale tous les 3 jours sur la tête. Voilà. Et puis ensuite, 5 minutes de téléphone, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien, ils avaient tout sauté, les djihadistes. 5 minutes de téléphone par semaine. Allô maman, ça va, je suis pas mort, comment va la grand-mère et mon petit frère? Voilà, top, tu dis pas ce que tu fais à la guerre. Ouais, mais pendant 5 minutes, on sait qu'il est vivant et tout va bien. Non mais mine de rien, pour le moral, c'est bon, quoi. Donc j'avais des antennes satellitaires et on donnait 5 minutes à chaque soldat quand il rentrait de ses vallées. Et puis le 4e truc, c'est un oignon par semaine. Ah, c'est du basique, hein. Ouais, c'est une priorité de général, ça. Un oignon. Le mec, il dit un oignon. Je dis oui, un oignon. Et je veux dire, parce qu'en fait, on a bouffé des boîtes de rations pendant 4 mois, quoi. Donc, port aux lentilles, quand il fait 40 degrés et que le lendemain, c'est cassoulet, et que ça dure 4 mois, la blague, c'est moyen, quoi. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de pain, et vous mangez que ça. Et encore, content de l'avoir. Avec 1 kilo, vous nourrissez pendant une journée. Mais ça peut durer pendant 4 mois. Voilà, parce que là-haut, il n'y avait pas de quoi faire monter de la salade, etc. On était vraiment au fin fond du monde. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand on a pris les premières positions djihadistes, moi j'étais avec les bataillons de tête pour voir comment ça se passait, puis ils me montraient au fur et à mesure les tranchées, etc. Puis à un moment, je vois une sorte de maraîcher qui faisait 10 mètres sur 10 mètres. Et il y avait un petit jardin potager là, avec des épineux pour pas que les ânes sauvages viennent bouffer le maraîcher. Et puis je reconnais des oignons. Je sais pas, mon grand-père était paysan, donc les oignons, je sais ce que c'est. Et je vois des rangs d'oignons. Je dis, mais vous avez vu ce que c'est là, les gars? Vous avez compris? Puis pareil, il me dit, bah non, c'est tombé, ça n'a pas été arrosé depuis 2 jours. Je dis, c'est fou, regardez. J'arrache, je dis, mais c'est un oignon. Il dit, bah alors, ben un oignon. Bijard, il a fait avec ses paras, ils ont fait toute l'Algérie et l'Indochine avec les oignons. Et les poilus de 14, quand vous écoutez, quand vous lisez les témoignages, le seul truc qu'ils avaient dans leur sac, c'est l'oignon. Parce qu'avec un oignon, vous avez les vitamines pour tenir, même si vous n'avez rien d'autre. Donc ils avaient le cornet de bif, ils avaient ce qu'ils appelaient le singe, qui était de la viande, et ils avaient un oignon, les poilus de 14. Et donc je lui dis, avec ça, on va tenir avec ça, on aura des vitamines.
Alors, je craignais quand même pas le scorbut, faut pas déconner, mais je leur disais, mais avec ça, on va... Et donc on a déterré les oignons, et en fait, la première semaine, on a mangé les oignons des djihadistes. Ouais. Et puis après, à Bamako, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Bah, des oignons. Mais pardon, j'ai dit, oui, j'ai plus d'oignons, j'ai bouffé ceux des djihadistes, maintenant, il me faut les nôtres. Donc les mecs, ils m'ont envoyé en Transal, ils m'ont envoyé des oignons. Et ils m'ont envoyé des bières. Bon, ils se sont excusés. Ils se sont excusés parce qu'ils m'ont dit, bon, on t'a envoyé des bières et on t'a envoyé 2000 bières. Mais c'est tout ce qu'on avait. Je dis, bah non, mais pourquoi tu t'excuses? Bah, tu vas voir. Et puis là, je vois l'avion qui se pose, là, parce que les avions, ils étaient rincés. Je vois les palettes qui descendent, et là, c'était un bière brune, 8,9 degrés. Là, je dis, les mecs, on aurait pu trouver autre chose. Bah, c'est tout ce qu'il y a à Bamako, quoi. Voilà. Après, je prenais l'hélico la nuit, et puis j'allais apporter les bières à mes soldats, parce que j'allais les voir. Et je me rappelle, il y avait un légionnaire, il faisait que 25 degrés en pleine nuit, puis je le vois avec la bière. Il dit, bon, pas terrible, hein. Il me dit, ah, mon général, 8,9, elle est brune, elle est chaude, mais c'est une bière, hein. Voilà, c'est tout. Les mecs, le général pense à nous, on a une bière, quoi. Après, ils vous suivent au bout du monde, quoi. Voyez, non, mais honnêtement, hein, c'est ça. Et là, j'ai revu encore des gars qui m'avaient suivi il y a 11 ans. De quoi ils m'ont parlé? Oignons, bière. Ils m'ont pas parlé des combats, ils m'ont parlé oignons et bière. Voilà. Parce que les mecs qui sont arrivés après, il y a eu la clim, il y a eu le frigo, il y avait le raisin, il y avait tout, quoi. Mais nous, c'était vraiment rustique, quoi. Bon, c'est pour ça aussi que ça crée des liens. Mais vous voyez, c'est une opération, ça peut être ça. C'est pas que le shelter avec tout bien mis. Ça peut être la tranchée, le chaud, le froid et ça. Et c'est vraiment les relations qui font la différence. Bon, j'arrête sur Serval et je vous laisse avec les questions. Alors, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout, hein. Après ça va dépendre de ce que vous allez me dire. Alors, au sommet de l'armée, vous étiez en communication avec le gouvernement et vos soldats. Est-ce qu'il y avait parfois un décalage entre les propositions des décisionnaires politiques et la réalité sur le terrain? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est l'articulation entre le militaire qui est sur le terrain et le politique qui est en haut. Alors, dans notre système, on a un système qui est très bien fait en France. On a ce qu'on appelle un outil qui est le centre de planification et de conduite des opérations. Voilà, ça se trouve à Ballard. Avant, c'était à Saint-Dominique. C'est enterré, donc c'est à l'abri des coups. Et en fait, c'est le centre névralgique des opérations françaises. Et vous avez donc des grandes salles de synthèse, vous avez des salles qui sont armées au fur et à mesure des crises. Il y avait une cellule de crise Mali quand la crise du Mali s'est ouverte. Et en fait, c'est au CPCO qui dépend du chef d'état-major des armées, ce qu'on appelle le CEMA. Donc c'est au CPCO que les ordres sont donnés, que la logistique est poussée, que tout s'organise au niveau militaire. Et le CPCO, c'est le bras armé du CEMA, et c'est en même temps, c'est pas le fusible, mais c'est le trait d'union entre le militaire et le politique. C'est-à-dire que le politique donne des ordres, prenez Tombouctou, prenez ci, ou renseignez-moi sur ce qui se passe, et à chaque fois, il y a une porte d'entrée, c'est le CPCO, qui dépend du CEMA. Donc quand le président vient, le Premier ministre vient, le CEMA, chef d'état-major de l'armée, et là il reçoit. Et sinon, quand c'est son cabinet, ou quand c'est le ministre de la Défense qui veut avoir des renseignements, c'est le CPCO qui fait des points de situation et qui donne les points de situation qu'il peut donner à étage politique. Vous voyez, ce qui fait que moi en opération, souvent on me dit, tu as eu la pression, tu as le président qui t'a appelé, tout. Non. J'avais le CPCO, dont je sentais bien qu'il avait la pression du politique, parce qu'il fallait prendre Tombouctou, il fallait prendre Gao, surtout au début. Mais en fait, c'est le CPCO qui était l'interface. Donc c'est des militaires. Voilà, la seule fois, il y a plusieurs fois, mais la fois la plus marquante où j'étais en contact direct avec le chef des armées, donc le président de la République, c'est le 2 février donc 2013, quand le président est venu à la libération de Tombouctou. Donc là, c'était une surprise. Hein. Il est arrivé, donc il est allé visiter Tombouctou, voir la bibliothèque, et puis ensuite, il a passé les troupes en revue. Et là, il est descendu de son avion. Et bon, je peux le dire parce que je l'ai écrit dans mon bouquin, mais en fait, à un moment, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec lui, avec peu de monde, dans la petite salle d'attente de l'aéroport, l'aéroclub de Tombouctou. Et là, j'avais fait une carte, et lui, il arrivait de Paris, et il m'a dit, bon, mon général, comment ça se passe? Parce qu'on m'a expliqué au CPCO, et je lui ai dit, bah voilà, la carte du Mali, c'est ça, voilà ce qu'on a fait depuis le début, on a libéré Tombouctou, Gao, etc. Il me dit, bon, très bien, et maintenant, vous pouvez faire quoi? Bah, je dis, maintenant, ça dépend de vous, quoi, ça dépend de vos ordres. Je dis, moi, j'attends les ordres. Il me dit, bon, alors, et vous pouvez faire quoi? Bah, on peut leur casser la gueule, quoi. Enfin, en clair, c'était, on peut continuer, quoi. Il dit, vous pouvez continuer? Je dis, ouais, bah oui, je peux continuer, je peux monter au nord, et puis je peux monter en direction du Niger pour essayer de les attraper. Et puis, en termes un peu plus militaires, hein, je vous l'ai fait comme si je parlais à des amis, quoi. Mais il me dit, bah, donc vous pouvez continuer? Je dis, ah bah oui, moi je peux continuer, si j'ai des munitions et j'ai de l'eau, etc., je continue. Il dit, bon, bah allez-y et détruisez-les, quoi. Président Hollande. Donc, vous voyez, c'est pas tous les jours qu'un chef militaire reçoit un ordre aussi clair d'un chef politique. Moi, j'avais quand même fait la Fort Pronu,
mais vous mettez au milieu, vous prenez pas de coups, vous faites attention, vous ouvrez les portes, enfin des trucs un peu parfois glaireux, quoi, ou en limite. Là, non, c'était ceux qui sont en face, vous les détruisez, vous libérez le pays, et si vous pouvez, vous continuez, quoi. Voilà, donc c'était quand même, c'était très cinétique, mais en même temps, c'était quand même très clair en termes d'ordre. Bon, ça, c'est quand je l'ai vu. Après, ben, c'est le CPCO, il continue à me donner des ordres. Ou c'est moi qui faisais des propositions qu'ils acceptaient, ou ils me donnaient des matériels en plus, comme de l'artillerie, et je continuais. Et donc, en fait, je proposais les ordres. Voilà, mais si vous voulez, c'est le moment où le politique et le militaire se retrouvent confrontés. Mais sinon, l'organe, la plaque tournante, c'est le CPCO avec le chef d'état-major des armées. Et que ce soit pour, quels que soient les combats, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour Mitrovica, etc. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Ok, merci. Du coup, vous avez parlé notamment de l'importance de la modernisation de l'armée. Oui. Vous avez même œuvré pour ça. Oui. Du coup, personnellement, moi, quand je dis modernisation, j'entends des véhicules et des armes plus performants. Ça peut être aussi des drones de reconnaissance. Ouais. J'imagine qu'il doit y en avoir de plus en plus souvent. Et du coup, est-ce que la modernisation technologique, peut-être même avec l'intervention du traitement de données, ce genre de choses, est-ce que c'est un objectif concret actuellement de l'armée ? Ouais. Bah, largement, ouais, parce qu'on n'a pas intérêt et on n'a pas envie non plus de perdre la prochaine, quoi. Donc, alors, ça serait compliqué de vous détailler le processus à la fois décisionnel du système capacitaire français, mais on a quand même un dispositif qui est quand même, je trouve, très bien fait et qui nous singularise par rapport à beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'en fait, on allie à la fois une démarche long terme et court terme. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche capacitaire, que ce soit pour l'armée de l'air, pour la marine, pour l'armée de terre ou pour l'interarmée, parce que tout ça, ça travaille ensemble, en fait, ça répond à une démarche qui est une démarche d'anticipation, de conception et de prospective sur le futur. Je vous donne un exemple, les équipements qui arrivent actuellement, donc Scorpion, les véhicules Griffon, Jaguar, Serval, enfin c'est des véhicules blindés qui sont connectés, qui sont hyper connectés, qui remplacent les véhicules qu'on avait à l'époque, qui étaient les véhicules de l'avant blindé à l'EVAB qu'on a gardé pendant 40-45 ans, c'était les 4L qu'on avait. Bon, maintenant on a des véhicules qui sont quand même beaucoup plus modernes. Bah, ça a été pensé il y a 20 ans. Et je le dis parce que c'est moi qui fais partie de l'équipe et qui ai lancé ce projet. On a lancé un programme en disant, là, les véhicules, ils ont 20 ans, dans 20 ans, ils sont morts, donc on va maintenant penser aux véhicules futurs. Et en fait, comment sera la guerre future? Donc vous avez des équipes dans les états-majors qui, en permanence, avec la délégation générale de l'armement, donc avec des ingénieurs de l'armement, travaillent ensemble et se disent, voilà, la guerre, c'est ça, mais qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Parce que quand vous envoyez un programme, que ce soit un porte-avions, que ce soit un Rafale, que ce soit un programme Scorpion avec les véhicules, vous avez intérêt à vous y prendre 15 ou 20 ans avant. Parce que, en fait, tout ça, c'est tellement entremêlé qu'il faut que ça marche ensemble. Ce n'est pas des briques que vous mettez sur le terrain. Vos véhicules blindés, ils doivent pouvoir parler à l'avion. Le fantassin, il doit pouvoir emmener son drone avec lui, ou en tout cas parler avec le char qui est à côté. Donc, en fait, vous envoyez des programmes qui sont des programmes lourds, qu'on appelle des programmes à effet majeur. Dans le langage de la DGA, c'est des PEM. Et donc, ces programmes à effet majeur, ils vous envoient les grands programmes. Et à côté de ça, et là, il ne faut pas se tromper. Et en même temps, il faut avoir une vision de l'avenir. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure le véhicule 8 roues. Il y en a un qui est quelque part par là. En fait, le véhicule 8 roues, il a été conçu, pensé dans les années 80-90. Et il est arrivé en 2000. Mais mine de rien, c'était un pari qu'on a fait à l'époque. Quand l'armée de terre a dit, je vais remplacer mes AMX-10P sur chenilles. C'est ceux sur lesquels j'ai servi en Allemagne quand j'étais jeune. Et on a dit, bon, ça, on arrête, maintenant on va mettre de la roue. Et ouais, tous les mecs qui ont dit, mais non, jamais, les Allemands, les Anglais, tout le monde est sur chenille, et on va faire du combat sur chenille. Oui, d'accord, mais nous les Français, on est autant sur chenille quand on est sur un front européen qu'en Afrique, où on a besoin de rouler, et de rouler vite et longtemps, pour pouvoir rejoindre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Dakar, Bamako. Donc en fait, on avait fait le pari d'avoir des véhicules qui étaient capables de faire à la fois du combat haute intensité en Europe, mais en même temps capables de faire des grandes distances pour pouvoir rejoindre un front. Et donc, heureusement que ces paris ont été faits dans ce sens-là, parce qu'on aurait fait du tout chenille. En fait, on n'aurait pas pu faire Serval avec des véhicules blindés qui n'étaient pas capables de faire des centaines de kilomètres très rapidement, parce que la chenille, c'est quand même assez limité en mobilité opérative. Donc voilà, c'est des choix qui ont été faits. Alors, et puis, si vous voulez, il faut quand même se garder tout le panel.
Une armée française elle a toujours eu comme caractéristique d'avoir tout le spectre des engagements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de faire call vision avec des parachutistes, on est capable de faire des véhicules, des combats de chars avec du Leclerc ou du VBCI, et on est capable de faire des raids blindés dans le désert. Voilà, et les Français ont toujours voulu garder cette possibilité de tout faire. Il y a des pays qui ont dit non, moi j'arrête, plus de chars, ou plus de défense solaire. Il y a des pays qui ont fait des vraies impasses, et qui ont remis les clés de leur défense à l'OTAN. Donc ils contribuent, mais en fait ils ne sont pas capables de se défendre seuls. La France elle a toujours dit non, moi j'ai ma dissuasion et je veux me défendre seul avec mon armée, que ce soit de terre, de mer ou de l'air. Donc à chaque fois on réfléchit large spectre pour avoir tout. Alors peut-être à un niveau échantillère, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas on garde toutes les capacités. Et donc ça permet de réfléchir à long terme. Donc il y a une réflexion à long terme en capacitaire qui est quand même très fouillée au niveau de l'EMA, des états-majors d'armée. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant pas mal d'années et qui fait que finalement on n'est jamais surpris, on a toujours les capacités, même si c'est parfois échantillonnaire. Et puis, parallèlement, comme vous le disiez, il faut aussi avoir la capacité à s'adapter rapidement. Et là, on n'est pas dans le temps long. Parce que quand vous lancez un Leclerc qui va durer pendant 40 ans, ou vous lancez un véhicule blindé ou un avion, il faut le faire évoluer. Parce qu'il y a des game changers actuellement, notamment dans le numérique et dans le soft power, qui sont très rapides et qui donnent une capacité supplémentaire que vous n'avez pas sur les capacités classiques. Vous voyez bien les drones. Actuellement, le game changer en Ukraine, c'est les FPV. C'est les petits drones qui sont des drones de course, qui volent à 200 km/h, 300 km/h. Et il faut être geek pour pouvoir les piloter. Donc c'est des mecs qui sont en immersif, dans du virtuel, sauf qu'ils pilotent un vrai petit drone, qui est grand comme ça, qui est fait avec une imprimante 3D, sous lequel vous mettez une roquette, et qui vont taper un char à 20 km. Et ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Donc il faut pouvoir évoluer très rapidement et s'adapter très rapidement aux percées technologiques. Et actuellement, les percées technologiques, on en a pratiquement, je ne vais pas dire tous les jours, mais moi je suis chez Thales, je vois bien qu'entre ce qui se passe avec l'IA, avec le quantique, on a intérêt à être très présent en termes d'armement, en termes d'équipement, sur bien sûr du lourd, mais aussi tout ce qui fait la différence et qui va très vite. Le FT-17 en 14-18, le Stuka, etc. en 39-45. Actuellement, c'est le cyber, c'est tout ce qui est petit drone, c'est enfin, vous voyez, des choses qui font que vous ne faites plus le combat de la même façon. Et vous n'allez pas dire ça, je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude de faire ça. Donc il faut que votre armée, elle se régénère en permanence et surtout elle se remette en question. Voilà. L'armée russe et l'armée ukrainienne, je peux dire qu'elles ne combattent pas comme elles combattaient il y a 10 ans ou comme il y a 5 ans. Donc en fait, dans les armées, vous avez des cellules qu'on appelle de retour d'expérience qui en fait étudient en permanence la guerre pour pouvoir voir qu'est-ce qui est changé. Et les gens qui imaginent l'avenir, c'est des gens qui étaient en régiment et qui étaient en opération. Donc ils disent ça nous a manqué, ça nous a manqué. Et puis des cellules qui regardent ce qui se passe ailleurs. Actuellement, on regarde beaucoup ce qui se passe sur les Ukrainiens, qu'on fait venir régulièrement, les Russes un peu moins, ou bien d'autres, et on regarde ce qui se passe. Et donc on s'adapte. Voilà, il faut pouvoir s'adapter. Donc il faut une boucle courte avec les industriels, il faut une boucle courte avec la DGA pour pouvoir s'adapter et améliorer notre système. Sinon, on peut se faire avoir. On avait des PC, des postes de commandement qui n'étaient pas très mobiles. Vous voyez bien, les Russes, ils se sont fait nitrater tous leurs postes de commandement. Tous ceux qui étaient dans les bois, qui étaient statiques, ils se sont fait détruire par des drones ou par des tirs d'artillerie précis. Donc nous, on s'est dit, maintenant, il faut revenir sur des PC très mobiles. Donc ça veut dire qu'il faut se doter différemment. Et on demande à l'industriel de faire des PC très mobiles. Donc voilà, c'est un corps vivant qui doit se réadapter en permanence avec une vision long terme et une vision court terme. Et si vous loupez la vision long terme, vous avez une armée qui n'est plus cohérente. Je vous donne un exemple, l'armée britannique, pendant l'Afghanistan, ils ont fait que des patchs. Ils ont acheté au fur et à mesure sur étagère. Hein, c'est le mythe du... Donc ils ont acheté tel type de blindé, tel type de ci, tel type de ça. Mais il n'y avait pas une vision d'ensemble. Quand ils sont rentrés d'Afghanistan, ils se sont rendus compte que leur armée, elle ne tenait pas. Parce qu'en fait, tout ça, ça ne combattait pas ensemble. Et il n'y avait pas de cohérence dans l'ensemble. Et les engins sont tombés en panne au fur et à mesure parce qu'en fait, le maintien en condition n'était pas prévu. Donc, vous voyez, il faut avoir une vision long terme et court terme. Et il faut être très proche entre les opérationnels, la délégation générale pour l'armement et les industriels. Donc c'est vraiment un travail à trois. Et c'est en travaillant à trois qu'on arrive à avoir une armée qui se tient. Et c'est pareil pour les avions, c'est pareil pour les hélicoptères, pour le spatial. D'accord. Et je me demandais aussi, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est quel genre de données que vous êtes amené à traiter? Alors, sur l'IA, bon, il y a 3 ans, personne ne parlait d'IA. Maintenant,
dès qu'on prend une bagnole, s'il n'y a pas d'IA, on ne veut pas l'acheter. On achète un four à micro-ondes, il faut qu'il y ait de l'IA. Enfin, tout le monde veut de l'IA. Voilà, donc, oui. Alors après, il y a la vraie IA et la fausse IA. C'est comme les chasseurs de gagnettes cendrées, ça. Donc il y a un peu de tout. Quoi. Donc bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'IA, je pense que vous en connaissez mieux que moi en tant qu'ingénieur. Non, moi ce que je remarque, c'est que dans l'IA, vous avez plusieurs types d'IA. Schématiquement, chez Thales, on va mettre l'effort sur l'IA Eurosatori. Si vous avez l'occasion de venir le vendredi, venez, on vous montrera ce qu'on sait faire sur l'IA, ou en tout cas comment est-ce qu'on met l'IA dans nos systèmes. Vous avez l'IA des capteurs. Voilà, l'IA des capteurs et des effecteurs. Un radar, il est fait pour voir un avion. Si vous mettez un peu d'IA avec un algorithme intelligent, bah, il va voir un petit drone parotte, parce qu'il sera capable de différencier le vol erratique d'un drone par rapport au vol régulier d'un oiseau. Alors que c'est la même taille, c'est le même poids, sauf qu'avec un peu d'IA, bah, il va tout de suite comprendre que ça, c'est un petit drone. Vous voyez, donc de l'IA dans les capteurs. Et puis d'autres petits capteurs. Puis si vous le mettez dans les capteurs, ça vous évite en plus d'encombrer votre spectre électromagnétique, vos flux, et ensuite vos serveurs. Donc autant les mettre vers le bas, dans les capteurs. Ensuite, dans les effecteurs, dans vos armements. Les canons César, ils sont équipés avec un système d'armes un système d'information qui s'appelle Atlas, dans lequel vous avez de l'IA qui vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la boucle décisionnelle. Et puis dans les systèmes. C'est-à-dire que dans les systèmes même, vous avez des systèmes complexes où en fait vous avez des algorithmes qui vous permettent de marier le capteur qui voit à l'effecteur qui va tirer avec une chaîne décisionnelle plus rapide. En drone, vous avez des drones. Maintenant, les drones, ils ne volent plus. Si vous n'êtes pas GNSS deny, vous ne roulez plus. Vous allez sur le front ukrainien, vous avez des brouilleurs partout. Et des brouilleurs de GPS. Il n'y a rien de plus facile que de brouiller un GPS. Donc les drones au début qui étaient sur GPS et qui avançaient d'un point A à un point B, bah maintenant ils sont GNSS deny. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a, avec les pods Talios, donc ce sont des pods de Rafale ou de Mirage, vous cartographiez une zone, vous la rentrez en cartographie, vous la mettez sur le morceau qu'il vous faut, vous le mettez sur votre petit drone, et ensuite vous mettez de l'IA qui vous permet de reconnaître le terrain par rapport à la cartographie qui a été prise par un pod. Et finalement, bah, votre drone, il est GNSS deny, et en fait, il peut continuer de voler, même s'il est brouillé. Vous voyez, c'est ce genre d'IA qui est intelligente, hein, mais qu'on peut intégrer sur des capteurs ou sur des plateformes. Voilà. Alors après, vous avez de l'IA que vous mettez en débruitage, en reconnaissance d'images. Vous avez de l'IA qui est également, le ChatGPT, on peut le faire également. Alors, il y en a qui font trop d'ailleurs, mais vous pouvez le faire. Vous avez aussi de l'aide à la décision. Donc vous prenez un manuel de 3000 pages et vous dites comment installer l'antenne LX42. Bah, en quelques secondes, là, il va vous trouver quels sont les chapitres et puis il vous met juste les bonnes parties pour pouvoir monter votre antenne. C'est quand même mieux que de prendre le mode d'emploi de 1000 pages sous la pluie par -20 ou sous la neige par -20 et d'essayer de trouver la page pour monter l'antenne. Vous voyez, et ça, vous l'avez sur votre tablette. Donc c'est des applications qu'on met en place et qu'on fournit vers l'avant. Mais il y a tout un travail de recherche qui est dessus. Donc sur les drones, sur l'artillerie, et sur l'aide au commandement et sur l'aide à la décision aussi. Merci beaucoup. Ça permet de mieux se représenter un peu ce qui se passe vraiment quand on parle de traitement des données. J'avais aussi une petite question annexe. C'est est-ce que vous prenez en compte tout ce qui est enjeu de développement durable dans votre innovation Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Après, je ne sais pas à quel point ça peut polluer des chars, ce genre de choses, mais est-ce que c'est un enjeu ou est-ce que vraiment ça reste quand même très secondaire parce que... Non, mais attendez, on ne peut pas dire d'un côté, la planète est en train de prendre feu, il faut quand même qu'on s'en occupe et qu'on arrête de polluer, et puis d'un autre côté, dire les militaires, on s'en fout, quoi. Bon, donc si vous voulez, c'est fait, mais peut-être là où vous n'y attendez pas. C'est-à-dire qu'en fait, la plus grande réserve de terrain bio, bah, c'est les camps militaires. Ça fait sourire, mais mine de rien, avec le ministère de l'écologie, il y a un très bon rapport avec le ministère de la Défense, parce qu'en fait, tous nos grands centres et nos grands camps sont des camps où il y a une diversité de faune et de flore qu'il n'y a plus ailleurs. Quand vous allez en Champagne, les seules taches vertes où vous trouvez encore tous les animaux d'origine, etc., c'est dans les camps militaires. Puis bon, on a des contraintes en plus, on manœuvre en faisant attention à cette faune et cette flore. Ensuite, vous avez également, on essaye de trouver des véhicules blindés hybrides. Arcus fait maintenant des véhicules Jaguar hybrides. Alors, ça présente plusieurs avantages. C'est-à-dire que non seulement vous consommez moins de carburant, mais en plus, pour un militaire, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez faire un raid blindé sur 10 km en silence total. Le militaire, ce qu'il voit, c'est qu'avec un moteur hybride,
bah, vous avez la colonne qui avance et en fait on n'entend pas le bruit du moteur des chars qui avancent. Vous voyez, le véhicule à roues. Bah, mine de rien, c'est là où on peut faire du durable et en même temps de l'intelligent, même au niveau tactique. Voilà. Et donc, et vous avez aussi les logements, tout ce qui est logement ou tout ce qui est chauffage dans les camps maintenant se font avec des normes, avec les normes maximum. Donc avec pour économiser également tout ce qui est énergétique. Donc les normes sont appliquées sur les camps, sont appliquées dans les infrastructures et on essaie de les appliquer sur les véhicules. Alors vous dire que les chars doivent être avec du méthanol ou doivent être électriques, non. Parce que quand on fait la guerre, c'est pas parce qu'on a 200 chars, faut pas se focaliser sur 200 chars, au moment où il y a des dizaines ou des centaines de milliers de camions qui roulent sur nos routes. C'est pas là où il y a vraiment le point le plus central en termes d'enjeux écologiques. Mais en même temps, c'est une préoccupation permanente. Voilà. D'accord, donc c'est quand même un petit Ouais. peu pris en compte. Ok. Alors je vais transitionner avec la partie d'après. C'est plus par rapport à la place de vraiment l'ingénieur lui-même dans ces conflits. Je me demandais, l'innovation, Ouais. elle vient d'où en termes de secteur privé-public? Est-ce que c'est vraiment Dassault Thales qui participe à 90% de l'innovation? Est-ce qu'il y a aussi un peu de public là-dedans, des ingénieurs qui travaillent dans le public finalement, d'où vient l'innovation française? Ouais, alors l'innovation et les études amont, vous voulez dire, en fait, la préparation de l'avenir, ou Ouais. vraiment l'innovation. Voire même si d'ailleurs l'ingénieur est force de proposition ou si juste il reçoit des ordres de l'armée, faites-moi ça, on a besoin de Non, ça. alors, ouais, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. En fait, ça se passe pas enfin, ça se passe comme ça. Le militaire ou les états-majors, ils expriment des besoins. Voilà. Et ils ne donnent pas de solution technique. Et c'est bien comme ça. Ils disent, nous, on veut avoir un avion qui fait 500 km, on veut un char qui fait 1000 km et qui puisse tirer, etc. Ou bien, on veut avoir un algorithme qui nous veut, enfin, ils disent même pas un algorithme, ils disent, on veut avoir un drone qui reconnaît en GNSS deny et qui puisse larguer une bombe, etc. Voilà. Ils donnent un effet à obtenir. Et ensuite, ça va à la DGA qui, lui, le traduit en données techniques. Et après, l'industriel, bah, donc forcément, il dit le blindé doit passer une bosse de 40 cm, il doit pouvoir tirer, rouler pendant 1000 km, et donc ça veut dire un moteur de telle taille, etc. etc. Vous voyez, c'est la courroie de transmission, elle se passe comme ça. C'est-à-dire que le militaire dit ce dont il a besoin, la DGA ensuite se tourne vers l'industriel, et là, le challenge pour avoir le produit qui correspond aux besoins. Et en fait, le bon fonctionnement, c'est quand on travaille à trois. Parce que si on dit, on a demandé ça, puis vous revenez nous voir dans 5 ans, et a déjà dit, voilà, mais non, mais ça marche pas, ou ça sert à rien. Vous m'auriez demandé, ça coûte 40% du prix, mais ça sert à rien. Ou alors si on avait baissé la butte de 40 cm, 30 cm, mais je pouvais en avoir 40% de plus, ça m'aurait intéressé. Donc c'est vraiment quand on travaille à trois, entre celui qui exprime le besoin, la DGA qui suit l'industriel et l'industriel, qu'effectivement, c'est là où ça fonctionne le mieux. Donc je pense que c'est comme ça. Maintenant, en termes d'innovation, vous savez, ceux qui trouvent les meilleures innovations, alors évidemment, il y a le concours à l'épine, il y a les industriels, j'en ai chez moi, qui sont un peu des folles amours, enfin des mecs qui ont plein d'idées à 100 balles, mais ceux qui trouvent l'innovation, c'est les utilisateurs. Hein. C'est comme vous, chez vous, quand il y a un truc qui commence à vous emmerder, vous trouvez l'épingle à nourrice ou vous trouvez ce qu'il faut. Quoi, hein. Donc, en fait, quand vous demandez aux utilisateurs comment est-ce qu'on peut améliorer, ils sont pleins d'idées. Donc, dans chaque armée, il y a ce qu'on appelle une section technique. Alors, c'est à Satori, c'est la STAT, hein, section technique de l'armée de terre, où en fait vous avez des utilisateurs, mais qui sont là pour en permanence trouver des innovations, ou bien pour tester le matériel, pour voir ce qu'on pourrait donner aux armées. Et puis, depuis quelques années, c'est moi qui l'ai monté comme major, on a mis en place une chaîne innovation. Donc on a mis dans chaque régiment une cellule innovation avec quelques sous-officiers, un officier des militaires du rang. Et en fait, on leur a dit, dès que vous avez une idée, vous pouvez la faire qualifier. Et il y a même des prix. Donc il y a un petit prix à gagner. Donc là, ça motive. Et donc, les gars, en fait, ils viennent en disant, voilà, là, c'est très bien, mais si on faisait ça à l'envers, ou si dans le char, on mettait ça, ou si le poste radio, on mettait ça en plus, ou si on mettait un peu d'IA sur le drone que j'ai concocté, etc., ça irait mieux. Et donc, cette chaîne innovation qui est faite au niveau des armées, elle remonte, et après, dans ce qu'on appelle un battle lab, hein, on a créé un battle lab à Satori, on voit ce qui marche, on fait un concours d'innovation, et en permanence, il y a des concours d'innovation avec l'agence de l'innovation de défense, donc à l'étage au-dessus, hein, au niveau ministériel. Et donc là, ça vous permet quand même de qualifier ces AM. Voilà, ça c'est pour l'innovation de terrain. Alors, en revanche, pour tout ce qui est ce qu'on appelle les programmes d'études amont ou PTD, l'État subventionne également ou paye également des études pour trouver des innovations long terme. Alors, bon, en France, c'est 1 milliard.
Bon, Google, c'est 63 milliards, je crois. Hein. Mais en France, les PEA, c'est 1 milliard. Donc avec 1 milliard, on paye tout ce qui est innovation, études amont des études de défense. Et c'est ça qui permet de dérisquer ou de dire, bah voilà, là, on sait que cette technologie, on pourra l'appliquer sur un blindé, sur un avion, sur un sous-marin dans 5 ans ou dans 10 ans. Voilà. Et c'est là où effectivement l'État paye des PEA, donc après mise en concurrence, hein, où les industriels font des dossiers. Alors au niveau national et au niveau européen maintenant, avec le cas du Fed, et au niveau européen, en disant, bah voilà, on a des technologies qui sont prometteuses et on vous propose donc de les développer. Et généralement, il y a une contribution qui est donnée par la DGA avec, avec les PEA, et une contribution qui est payée également par les industriels. Alors, il y a les gros et les petits. Donc les gros, c'est les gros industriels, parce que c'est quand même ceux qui font la dissuasion, où là, ça coûte quand même très cher, et donc il y a les PEA qui sont quand même qui sont conséquents, mais aussi tout ce qui vole, généralement, coûte très cher. Tout ce qui est sous l'eau coûte très cher aussi. Donc vous avez là les grands groupes, effectivement, sont quand même sur des terrains où les petits groupes ne peuvent pas. Mais maintenant, on paye également beaucoup de start-up. Hein, et on paye des start-up où on finance des start-up au niveau des armées, au niveau de la DGA, parce qu'il y a plein de bonnes idées dans le cadre d'innovation, dans le cadre de l'IA, qui arrivent également par les petits. Et qui concurrencent des grands groupes d'ailleurs. Hein, mais qui sont peut-être plus alertes, plus réactifs, mais qui ont les reins moins costauds, enfin qui sont pour pouvoir travailler dans la durée, parce que vous savez, quand vous avez une idée, entre l'idée et son industrialisation, des fois vous avez 10 ans, quoi, hein, parce que l'idée pour la passer à l'industrialisation, c'est quand même très long. Donc vous avez un mixte des deux. Voilà. Et je vois une évolution où ça devient plus souple. Voilà, plus souple qu'avant, notamment pour ceux qui ont des idées. Ça a le mérite d'être très Voilà. clair. Voilà. Est-ce que tu voulais enchaîner? Ouais, pour transitionner, donc dans cette relation entre les industriels, l'État et l'armée, est-ce que vous y voyez un risque potentiel de conflit d'intérêts entre ceux qui fournissent les armes, qui ont tout intérêt à les vendre, et ceux qui en ont besoin? Et ceux qui ont besoin, c'est-à-dire Par, que... par exemple, vous travaillez chez Thales, Ouais. est-ce qu'il y a parfois des risques potentiels entre les vendeurs d'armes qui peuvent lobbyer le gouvernement pour oui. en acheter et... Non, alors il y a deux choses. Est-ce qu'on graisse la patte des politiques, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures de corruption sur les politiques ou sur les militaires pour pouvoir acheter telle ou telle arme? Ou bien est-ce qu'on achète n'importe quoi et puis ouais. Non. Enfin, honnêtement, les mesures de compliance sont tellement sévères actuellement en France, hein, que, enfin, moi j'ai pas. Vous voyez, j'ai fait 10 ans dans les programmes d'armement, il n'y a jamais personne qui m'a offert une bouteille de pinard, quoi. Parce que, et d'ailleurs, je l'ai refusé. Parce que je disais, non. Après, ils vont croire que vous allez m'acheter, quoi. De temps en temps, ils m'invitent à bouffer. Bon, un petit menu, parce que sinon, on va dire qu'ils vont regresser la patte, quoi. Mais en fait, non. Il y a peut-être des gens qui se sont fait attraper, mais vous avez quand même très peu. Moi, je n'entends pas de cas de gens qui se sont pris la main dans le sac, d'avoir été soudoyés par les industries d'armement pour pouvoir faire passer de l'armement. Tout simplement parce qu'il y a de tels filtres pour pouvoir adapter le besoin entre l'expression de besoin du militaire, l'expression technique de la DGA, et ensuite qu'est-ce qui arrive par le bas, que ce n'est pas le politique qui dit vous m'en achetez 500 là, 400 là. Il y a les appels d'offres, qui sont des appels d'offres sur le marché français ou européen, et dès que vous dépassez 90 KE, bah vous êtes en concurrence, quoi. Et il n'y a personne qui viendra dire on va acheter celui-là ou celui-là. La seule fois où on est en gré à gré, c'est généralement pour des marchés qui sont liés à la dissuasion. Parce qu'on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas que les pays étrangers sachent ce qu'on achète et où est-ce qu'on l'achète. Vous voyez? Ou parce qu'il n'y a qu'un seul industriel qui est capable de le faire. Là, il y a du gré à gré. Mais sinon, c'est appel d'offres. Et donc là, vous ne graissez pas la patte. Ça, enfin, honnêtement, ça, pas en France. Et même, je dirais même que les industriels français, d'abord, je le dis d'autant plus que maintenant, depuis 4 ans, je suis de l'autre côté, jamais j'ai entendu un industriel qui dit ah, tiens, on va essayer de soudoyer le colonel qui est là-bas ou le DGA qui est là-bas. Non, c'est même pas en rêve, parce que les mesures de compliance sont tellement sévères que les gens sont vraiment très surveillés. Et c'est normal, ça évite les actes de corruption, et ce qui permet d'avoir les meilleurs armements ou les armements qui correspondent aux besoins des militaires. Voilà. Et vis-à--vis des autres pays, c'est pareil. Les mesures de compliance dans les ventes à des pays étrangers, c'est pareil. C'est pas le cas de tous les pays. Hein. Les Français font très attention à ça. Il y a des pays qui se gênent pas. Voilà. Des pays qui sont plutôt des dictatures qui, elles, n'hésitent pas à graisser la patte pour pouvoir vendre leur matériel qui ne sont pas des matériels français, quoi. Mais en France, non, honnêtement,
je suis assez serein de ce côté-là. Et si vous avez des exemples, ouais, c'est intéressant à avoir, quoi. Mais moi, malheureusement, personne n'est venu me voir pour me payer une bagnole si j'achetais le char de gauche ou le char de droite, quoi. Non, heureusement, je veux dire. Donc c'est quoi la différence entre genre la France et un pays comme les États-Unis où il y a ce risque qui paraît plus apparent? Oui, alors attendez, parce que les États-Unis, c'est 15 fois le budget de la France en termes de budget de défense. Hein. 15 fois. Donc c'est vrai que je veux dire, le lobby militaro-industriel est quand même beaucoup plus important. C'est des parts de PIB qui sont plus importantes. Et puis dans la culture américaine, il y a une promiscuité entre le politique qui a ses usines dans son État et en même temps les États qui est quand même peut-être plus importante. Là, il y a peut-être effectivement plus d'effets. Mais en France, oui, je ne vais pas vous dire que telle boîte américaine ou telle boîte américaine a graissé les pattes, mais les camarades américains que j'ai eus quand je faisais du capacitaire, ils réagissaient comme moi. Ils me disaient, moi j'exprime un besoin, et après, que ce soit du Boeing, du Raytheon ou que ce soit autre chose, c'est Procurement qui va me le dire. Voilà. Alors après, il y a des lobbies, c'est-à-dire que Boeing va pousser son avion, Dassault va pousser son avion. Oui, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on le prendra, quoi. Voilà, c'est pas pour ça qu'on le prendra. Après, autre chose, c'est acheter du matériel. Mais quand on est à 2% ou un peu moins de 2% en PIB, je veux dire, actuellement, on n'est pas dans le surplus, hein, on est plutôt dans la gestion de la crise. Hein. C'est comme je vous l'ai dit, on a un peu de tout, mais pas beaucoup. Donc en fait, c'est surtout rejoindre, c'est retrouver de la masse, retrouver de l'importance pour pouvoir faire face à un ennemi qui en face, lui, a de la masse. Je ne vous l'ai pas dit, mais quand je suis rentré à l'époque de la guerre froide, l'armée de terre, c'était 330 000 hommes. Actuellement, c'est 105 000 hommes. Quoi. Donc divisé par 3, en l'espace d'une vie. Hein. Donc il n'y a plus de masse. Il y a quelques régiments du génie, d'artillerie, donc des gens très bien formés. Mais il faut le jour où on se battra en Europe, il faut qu'on soit avec les Allemands, les Polonais, on ne se battra pas seul. Voilà, parce qu'on n'aura pas la masse qu'on avait à l'époque de la conscription. Voilà. Mais en face, c'est pareil, hein, les Russes qui avaient 2 millions d'hommes, maintenant ils ont quelques centaines de milliers d'hommes, parce qu'ils sont aussi passés à une armée professionnelle. Donc ce sujet de masse dont vous entendez est un vrai sujet. Voilà. Et maintenant, on dit qu'il faut trouver de la masse. Il faut monter en technologie, mais il ne faut pas que la technologie nous tue la masse. Et c'est l'équilibre à trouver entre la technologie et la masse qu'il faut trouver actuellement. Donc des porteurs qui ne coûtent pas cher et puis des petites innovations qu'on met dessus. Et est-ce que vous savez, dans justement les 2% du PIB, comment est-ce que c'est réparti dans les secteurs de l'armement, que ce soit, je sais pas, le renseignement ou justement la production de nouvelles armes? Ouais, ça c'est très ouvert. Hein. Vous tapez sur l'Assemblée nationale, vous tombez sur les sites du gouvernement et vous tapez loi de programmation militaire. Et dans ce qu'on appelle le rapport annexé de la programmation militaire, vous avez le détail des 413 milliards qui ont été votés pour la période de la programmation militaire, et vous avez ce qui est dans le renseignement, ce qui est dans la dissuasion, je ne sais pas si c'est vraiment marqué complètement, mais dans les différents équipements. Alors c'est moins détaillé que la dernière LPM, mais vous avez quand même par domaine où est-ce que l'argent est affecté. Je vous enverrai un mail du coup, hein. Vous aurez tout ça. Et tous les ans, tous les ans, cette loi de programmation militaire est revue dans un cadre avec les états-majors, parce que tous les ans, comme je vous le disais, le rétexte fait ressortir des besoins nouveaux. Donc vous ne dites pas, tiens, pendant 7 ans, on a envoyé le train, on ne bouge rien. Sauf que la guerre à côté est en train de montrer qu'il y a des choses qui changent, quoi. Les drones, c'est différent. La défense solaire, il en faut parce qu'il y a tellement d'avions d'hélicoptères qu'on n'est plus à Serval, mais maintenant on est en Europe centrale. Donc il faut s'équiper différemment. Et les choix qu'on a faits, 2 ans après, il faut peut-être les infléchir un peu. Parce qu'il nous manque des vignettes, quoi. Donc, vous voyez, donc tous les ans, on remet en cause, alors à la marge, hein, il ne s'agit pas de tout remettre en cause, parce qu'il faut aussi que les PEM, comme je vous le disais, partent. Mais voilà, il faut quand même qu'on adapte l'outil. On arrive dans les dernières questions. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la coopération au sein de l'Union européenne dans l'armement, ou est-ce que c'est un peu chacun dans son coin, chacun développe dans son coin et personne ne se refile vraiment des armes? Ouais, actuellement, depuis la guerre, je vais vous donner un chiffre, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, les gouvernements européens ont voté en plus de leur programme, pour doter leurs armées, mais qui était quand même très bas. La France a commencé plus tôt, hein, donc les LPM précédentes ont quand même ont donné plus d'argent mais c'était un cas particulier. On mis plus 100 milliards sur les programmes d'armement européens. Là, je vous parle de la Pologne, enfin tous les pays. Hein.
Il faut quand même savoir que sur les 100 milliards, il y en a 68 qui sont partis en direction des États-Unis. Voilà. Et il y en a une dizaine vers la Corée et 3% vers la France. Donc en fait, c'est qui est capable de fournir rapidement et en masse. Donc les Américains qui ont de gros stocks parce qu'ils ont les stocks de leur armée qui sont prêts à déstocker pour acheter du neuf pour eux, par exemple, ou pour vendre du matériel, en fait, ils ont énormément vendu. Quand vous voyez que la Pologne, elle est en train de s'équiper en division blindée complète, donc c'est des unités entre 8 et 10 000 hommes, mais avec du matériel coréen, Corée du Sud. Parce que les Coréens sont capables de fournir des centaines de chars et des centaines de pièces d'artillerie. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez, les gouvernements, c'est pas les armées, c'est les gouvernements se disent il faut qu'on se dote rapidement. Et plus vous allez vers l'Est, en Europe, et plus ils ont peur, et plus ils veulent se doter rapidement, et plus la part du PIB monte. Vous êtes à 4-5% en Pologne. L'Allemagne va monter à 2%, mais 2% de l'Allemagne, c'est 75 milliards. Quoi. Vous voyez, là où nous, on est à 48, et où on était à 32 milliards il y a 10 ans. Donc ça veut dire que c'est des sommes importantes. Alors ce n'est pas les 650 milliards du social en France, bien sûr. Certains opposent les deux. Alors on ne devrait pas opposer les deux, parce qu'il faut bien continuer de vivre. Mais en même temps, c'est des sommes importantes, mais c'est qui est capable de fournir. Actuellement, les industries de défense qui sont capables de fournir, on leur achète. Il n'y a plus de stock. C'est parce que les gens ont pris conscience que la guerre était à nos portes. Pendant 30-40 ans, c'était les dividendes de la paix, des opérations comme ça, mais qui étaient des opérations qui n'étaient quand même pas de coercition et de haute intensité, comme on dit. Mais à l'heure actuelle, quand vous voyez les milliers de chars qui sont en train de se battre côté ukrainien et côté russe, les Européens se sont réveillés en disant « mais là, la guerre, elle est à nos portes, quoi ». Et on ne l'avait pas vu venir, on n'avait pas voulu le voir venir. Donc maintenant, il faut qu'on se dote rapidement. Donc en fait, c'est qui est capable de vendre. Et à Eurosatory, les pays viennent, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de nous fournir, quoi. Et dans du classique, vous avez bien vu, vous écoutez la télé. Le problème numéro 1, c'est quoi actuellement? Les munitions. Les munitions. Ça vous fait penser à quoi? 1915. 1915. Ouais, certains, c'est bouteille d'épinards, ouais, d'accord. Mais non. Moi, quand j'ai les munitions, je vais à la cave, mais c'est pas les mêmes. Mais non, c'est 1915. En 14, tout le monde est parti la fleur au fusil, combat sur la Marne, etc. Et puis fin 14, les soutes, elles étaient vides, quoi. Côté allemand, côté français. Et donc pendant un an, jusqu'à Verdun, les gens se sont battus en Champagne, en Artois, avec des attaques limitées. On va les grignoter. Mais en fait, il n'y a pas eu de grand combat parce qu'il a fallu mettre l'économie de guerre en marche et il a fallu faire des munitions rapidement parce qu'en fait, des deux côtés, les gens s'armaient. Actuellement, c'est un peu ça, quoi. Et entre les Ukrainiens et les Russes, c'est ça. Et entre les Russes, probablement, et les Européens. Même si après, on a plus ou moins les moyens de monter en cadence. Mais le problème numéro 1, c'est ça. Je vous donne un exemple. Les dotations de munitions César en France, c'est quelques dizaines de milliers d'obus. Les Russes, actuellement, ils tirent entre 10 et 20 000 obus par jour, quoi. Voilà. Et les Ukrainiens, ils en tirent pareil entre 5 et 10 000. Ah oui, en quelques jours, vous cramez votre dotation de guerre, quoi. C'est ça la réalité. Et puis ça, vous le trouvez dans les rapports parlementaires. Donc tout l'effort du ministre de la Défense actuellement pour faire plus de canons et faire des obus, c'est parce qu'en fait, on a des stocks qui étaient des stocks qui ont fondu après la guerre froide et qu'on n'a pas recomplété parce que ça coûte très cher et parce qu'on a préféré moderniser nos blindés qui avaient déjà 40 ans, moderniser nos avions. Et puis en fait, on s'est dit, les munitions, on les fera après. Sauf que les munitions, pour les faire, il faut les faire, ça prend du temps. En 1940, la France a été battue. Pourquoi? Parce qu'elle a démarré son effort de production. Et là, c'est vraiment une guerre industrielle, ce que je vous dis. C'est pas militaire. Elle a commencé à se réarmer à partir de 1936, le Front populaire, qui a augmenté les budgets. Mais les Allemands, ils avaient commencé en 1930-1932. Et s'ils ont attaqué en 1940, c'est parce qu'ils savaient que s'ils attendaient 1941-1942, l'armée française était capable de leur résister. On sortait 8 des Whiting 520 en mai 1940, les chasseurs. Et les chars B1 sortaient également des usines, mais rapidement. Mais en quoi? En avril, mai 1940. Donc il nous a manqué 1 à 2 ans au niveau industriel pour pouvoir tenir le choc. Finalement, quand il y a une guerre qui se lève et qui est comme ça, c'est qui a dégainé le premier au niveau industriel et qui est capable de fournir le plus au niveau industriel. Voilà. Et le rapprochement, moi, c'est comme ça que je les vois en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces réponses très éclairantes. Je ne sais pas si tu as une dernière question. Non, c'est bon, on peut passer au public. Ouais. Du coup, on va démarrer la séance de questions-réponses. Du coup, si vous avez une question pertinente, s'il vous plaît. Oh là là. On va commencer par Monsieur Maury. Fais gaffe, le micro c'est un peu une savonnette parce que j'ai les mains moites. Merci.
Oui, moi effectivement j'ai une question sur qu'est-ce que vous pensez là qu'actuellement on n'a plus la souveraineté sur la manufacture d'armes légères? Est-ce que vous pensez que ça peut être un problème à l'avenir au niveau français? Oui. Alors, vous parlez pour les munitions ou pour les armes elles-mêmes? Les deux. Ouais. En fait, on a tellement réduit nos efforts de défense et nos crédits de défense qu'il a fallu faire des choix pour pouvoir garder, ce que je vous disais, un ensemble cohérent. Et c'est vrai au niveau de l'outil militaire, mais c'est vrai aussi au niveau de la BITD, la base industrielle technologique de défense. Et par exemple, quand on a fait le FAMAS, tout le monde connaît le FAMAS, hein, c'est le fusil d'assaut français, sauf que le FAMAS, on l'a vendu qu'aux Français. Et donc à Tulle, vous n'allez pas dire à des ouvriers, bah, les gars, vous restez au chômage technique pendant 30 ans, et puis on va attendre le prochain FAMAS, quoi. Donc on a essayé de le vendre, mais en fait il n'a pas été vendu, hein, ce n'est pas une Kalachnikov. Et donc au bout d'un moment, on a dit bah, on ne va pas les garder, on va les utiliser à faire autre chose. Et à ce moment-là, bah, on va arrêter de faire du fusil d'assaut. Et puis on arrêtera aussi de faire des munitions, parce que les munitions d'infanterie, on en trouve partout dans le monde. Il y a 4 grands fournisseurs dans le monde, et on arrivera toujours à en fournir. Et donc le choix qui a été fait, ça a été finalement de laisser tomber notre fabrication de munitions petit calibre, parce qu'on savait qu'on pouvait en acheter partout dans le monde. Sauf que maintenant, si vous voulez, c'est un peu comme les masques, hein, les masques pendant la crise Covid. Sauf que quand vous êtes en fin de mondialisation heureuse et que vous êtes maintenant et vous pouvez compter que sur vous, parce qu'en économie de guerre, c'est quand vous pouvez compter que sur vous, bah, vous retrouvez à compter vos abattis et à vous dire bah, qu'est-ce qui me manque, quoi. Voilà. Et donc là, les Belges et les Français se sont mis d'accord pour refaire une unité de fabrication de munitions. Mais moi, quand j'étais à l'état-major, on m'a proposé de refaire une unité de fabrication de munitions, il y a 10 ans, vous voyez. Et je leur dis très bien, mais ça me coûte 100, 150 millions d'euros. Et si je paye ça, bah, je ne pourrais pas me payer les obus dont j'ai besoin pour m'entraîner. Donc je me coupe un bras ou je me coupe un bras gauche ou un bras droit, quoi. Donc ce qui n'était pas possible quand on avait vraiment un budget très réduit il y a 10 ans, devient un peu plus possible maintenant, d'autant plus qu'en économie de guerre, il faut quand même compter que sur soi et sur ses alliés proches. Voilà. Et au sein de l'Europe, je n'ai pas répondu totalement à la question, il y a des alliés avec qui vous pouvez vraiment vous appuyer. Vous voyez, la Belgique, on est complètement marié avec la Belgique, hein. Ils achètent nos matériels, leurs officiers sont en France, on a des officiers français en Belgique. Et puis vous en avez d'autres, bah, ils achètent coréens, d'autres ils veulent acheter que allemand, d'autres, voilà, et puis d'autres ils se tournent vers nous, quoi. Les Grecs ils vont acheter français. Donc c'est là où il faut s'allier, quoi. Voilà. Mais oui, actuellement, on voit des trous capacitaires qu'on est en train d'essayer de combler, mais parce que pendant 20-30 ans, on s'est coupé des bras pour pouvoir continuer d'avancer de façon cohérente, quoi. C'est pareil pour les masques FFP2, voilà, on est en économie de guerre, quoi. Et il faudrait beaucoup plus pour pouvoir rouvrir toutes les chaînes qui nous manquent. Oui. Alors, bonjour, moi j'aimerais revenir brièvement sur le Mali. Est-ce que vous pensez que la France s'est trompée dans sa stratégie au Mali, sachant que quand on fait le bilan 10 ans, 11 ans après l'opération, bon, on voit qu'au final on s'est fait dégager par la junte au pouvoir là-bas et que finalement les groupes djihadistes sont toujours présents. Ouais, très bonne question. J'aurais dû le dire en finale, mais c'est bien, merci de me poser la question. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. En fait, je pense qu'on a vraiment fait le boulot et on a évité que Bamako tombe. J'en veux pour preuve que quand je suis revenu à Gao à la fin de la campagne, au bout de 4 mois, j'ai vu tous les présidents et ministres africains pratiquement m'embrasser, en disant bravo la France, on sait qu'on peut compter sur vous, vous nous avez sauvés. Et on ne se rendait pas compte à quel point est-ce qu'on était en danger en Afrique occidentale, quoi, enfin, à l'ouest de l'Afrique. Voilà. Et puis après, on est parti sur Barkhane, qui est une mission qui est restée dans la durée, avec 5 pays qu'on avait fédérés pour pouvoir passer dans les frontières et pourchasser les djihadistes. Et en fait, les djihadistes, il n'y en avait plus beaucoup, hein. Pendant 10 ans, les djihadistes, dès qu'il y en a un qui donne un coup de téléphone, ils se prenaient les forces spéciales ou un tir d'artillerie, quoi. Non, mais c'est ça. La vérité, c'est celle-là. Pendant 10 ans, la population, elle a revécu, hein. Et ils nous remerciaient parce qu'en fait, en face, ils s'en prenaient plein la tête, quoi. Et ils ne bougeaient plus. Et puis ce qui s'est passé, quand même, quelque part, c'est que si vous voulez, pour qu'une guerre se termine, pour qu'une crise se termine, il faut 3 choses. Un, il faut retrouver un état sécuritaire stable. Donc en fait, c'est ce qu'on était arrivé à faire. C'est-à-dire qu'en fait, les djihadistes, ils bougeaient plus, quoi. En tout cas, ils étaient individuellement, peut-être pas plus, ils bougeaient plus. Sécuritaire. Développement économique, bonne gouvernance. C'est ça les 3 piliers. Développement économique, il n'y en a pas eu. Et le président a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de mobiliser la communauté internationale, pour essayer de faire repartir quelque chose au niveau du Mali, du Niger, pour relancer un peu d'économie, etc. Mais ça n'a pas vraiment marché. Et puis tant qu'il y a un peu d'insécurité, bah, en fait, les gens ne viennent pas. Moi, quand j'étais à Gao, les civils ils venaient me voir, ils me disaient mais faites revenir les touristes, hein. Les djihadistes ont fait peur aux touristes et maintenant on crève de faim. Alors que les touristes, c'est ça qui nous faisait vivre. Mais ils ne sont pas bêtes, les djihadistes.
ils ont tué un ou deux touristes, ils ont fait peur, et comme ça, ils ont asséché le terrain, quoi. Voilà, donc c'est eux qui ont tué l'économie. Donc, en fait, pas de retour d'économie, et puis gouvernance. Je veux dire, les présidents qui se sont fait élire, ils ne se sont pas trop occupés d'envoyer des préfets, des médecins, tout ce qui fait en fait l'administration d'un pays et qui fait qu'on a confiance dans le pays. D'abord parce qu'ils étaient très pauvres, et ensuite parce qu'ils étaient surtout préoccupés par leur capital ou par ce qu'ils pouvaient donner, c'est-à-dire quelques dizaines de kilomètres, mais dès qu'on était un peu loin, bah, ils n'avaient pas les moyens, quoi. Hein, ou alors corruption, et tellement corruption que ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous voulez, sur les trois pattes de la sortie de crise, il n'y en avait qu'une qui fonctionnait. Alors c'est facile, à la fin on dit bah, les militaires vous avez échoué. Bah, les militaires non, nous le boulot on l'a fait, hein. Il y avait une sécurité qui était assurée, sauf qu'il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas une bonne gouvernance, donc la population elle disait mais à quoi vous servez? Et là-dessus est arrivé, bah, c'est là où je voulais en venir, là-dessus est arrivé les nouvelles formes de guerre, les guerres hybrides. Et en fait regardez, ça a commencé en RCA. En RCA, je ne sais pas si vous avez suivi, on s'engarisse, hein, on s'est impliqué, et là les gens se sont retournés contre nous. Et on s'est rendu compte rapidement que comment est-ce qu'ils se retournaient contre nous? Les réseaux sociaux. Et en fait, c'était une guerre d'influence. Et la guerre hybride menée par les Russes, c'était pour passer des messages simplistes, mais qui passaient très bien vers le bas et qu'on diffusait. Et quand vous avez des gens qui n'ont pas de développement économique ou qui n'ont plus confiance dans leur président, et vous voyez les soldats français qu'on fait passer, les soldats français, ils sont là pour vous prendre vos ressources minières, ils sont là pour vous exploiter, ils sont mariés avec le gouvernement qui est un gouvernement pourri, et là vous passez des messages d'influence, bah, vous mettez le feu, quoi. Vous aidez un ou deux putsch, ce qui s'est passé, vous aidez les putschistes, vous mettez les putschistes qui disent maintenant c'est nous les chefs et on vous demande de partir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes là depuis 10 ans, vous avez perdu des dizaines de soldats, et vous avez des gouvernements putschistes qui vous disent dehors, et une population qui vous dit bah, finalement ça ne s'est pas amélioré. Donc bah, le gouvernement français ne peut pas tellement faire autrement, à moins de dire je prends le pouvoir au Mali ou au Niger et maintenant je... Non, il dit très bien, mais puisque c'est comme ça, je m'en vais, puis maintenant à la guerre débrouillez-vous, quoi. Et donc, mais moi je vois vraiment l'action en Afrique qui est une action d'influence qui a été menée par les Russes. Et d'ailleurs, le groupe Wagner est arrivé dans la foulée. Hein. Et actuellement, c'est plus le groupe Wagner. Actuellement, c'est les services de renseignement et les services spéciaux russes qui sont en Afrique. Donc en fait, ils continuent la guerre, mais sous une forme hybride, voire sous une forme réelle. Voilà. Et ils ont pris la place. Et en fait, ils nous ont éjectés. Mais je suis d'accord avec vous. Ils ont sorti les Occidentaux. Et il n'y a pas que les Français. Hein. Les Américains sont sortis du Niger, les Français, enfin tous les Occidentaux dehors. Avec ensuite une influence par réseaux sociaux qui est simpliste, mais qui marche bien. Bon, je pense qu'un jour, il y aura un réveil. Les gens se rendront compte que c'est pire avec les Russes parce qu'eux, ils vont piller les mines d'or et ils se servent sur la bête, ce qu'on n'a pas fait, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Mais en même temps, ils nous ont savonné la planche. Nouvelle-Calédonie, hein, on commence à le dire. C'est aussi de l'influence. Vous avez des pays qui veulent nous attaquer et donc ils le font par influence. Voilà. Donc c'est pas un mythe, hein, c'est réel. Les actions d'influence, elles ont vu toutes les opérations d'influence arriver en Afrique et dans la foulée, les populations tournées, les putschistes et ensuite dehors. Le gouvernement, il a choisi. Il ne peut pas faire autrement. Mais on est vraiment dans une guerre maintenant qui est une guerre hybride où la manipulation des populations est encore plus dangereuse et plus risquée que le conflit armé. Et quand vous lisez les manuels qui sont des manuels de dictature, que ce soit pas de dictature, mais notamment russe, c'est de pouvoir retourner les populations, ou en tout cas faire en sorte qu'elles aient plus envie de se battre pour pouvoir les démobiliser. Et même en France, c'est un peu ce qui se passe. Hein, même maintenant, on commence à le dire. Il y a un rapport parlementaire des sénateurs qui le dénonce. Ça a été dénoncé sur la Nouvelle-Calédonie, mais il y a des gouvernements qui sont là pour nous savonner la planche. On est actuellement dans une période où ne vous faites aucune illusion. Ce sont les démocraties contre les dictatures. Voilà. La conclusion, c'est celle-là. C'est les démocraties contre les dictatures. Et les dictatures veulent la peau des démocraties. Voilà, moi je suis frontal en vous disant ça. Mais quand je vois ce qui se passe sur les théâtres d'opérations extérieures et quand je vois ce qui se passe maintenant avec les façons dont les réseaux sociaux agissent et toutes les manœuvres d'influence, bah, c'est pour saper les démocraties. Il y a 20 ans, les dictatures, elles en menaient pas large parce qu'elles avaient dit, ça y est, la démocratie va inonder le monde. Actuellement, il y a un reflux plutôt de l'autre côté, quoi. Donc on a intérêt à se serrer les coudes et à pas à se tirer dessus. Parce que ce qu'ils veulent, c'est diviser les sociétés. Et ça leur profite. Du coup, comme vous l'avez...
Ah ouais, c'est bon, j'entends. Ouais. Comme vous l'avez dit, il y a une montée des tensions, la guerre est aux portes de l'Europe. Et en parallèle de ça, on entend des discours assez bellicistes du côté de la classe politique. Je fais référence notamment à des discours de Macron, qui a annoncé en grande pompe amener des soldats en Ukraine, faire la guerre frontalement à la Russie, etc. Finalement, face à cette émergence et au risque de la guerre, vous qui connaissez justement toutes ces conséquences, à votre avis, c'est quoi la position juste pour la préparer, mais aussi essayer de l'éviter en conscience politique? Et aussi, j'en profite parce que ça nous concerne, la position de l'ingénieur dans cette situation. Ah oui, alors le politique et l'ingénieur, c'est deux postures différentes. Bon, moi, je ne me glisserai pas, je ne vais pas vous faire un jugement en vous disant le président Macron a raison de faire ça ou de ne pas faire ça, mais si vous voulez, on est vraiment dans le rôle du politique de pouvoir se positionner face à une menace extérieure. Alors il y a ceux qui disent les amis sont nos Russes et nous on est pour la paix, la paix du monde. Et puis il y a ceux qui disent bah nous on défend la démocratie et donc on défend les Ukrainiens et les Russes. Voilà, on n'accepte pas que après avoir attaqué la Syrie, la Tchétchénie, qu'ils attaquent l'Ukraine parce que le coup d'après sera la Pologne et puis le coup d'après sera nous, quoi. Et donc si vous voulez, pourquoi pas leur envoyer de l'armement, pourquoi pas leur envoyer des chars et pourquoi pas un jour mettre des unités. Alors, je vous dirais pas qu'il faut le faire ou pas le faire, mais quand vous mettez l'ennemi, donc ceux qui sont en face, quand ils voient ça, ils se disent oula, ils mettent la barre un peu plus haute. Donc ça veut dire que les Européens finalement ne sont pas des mous. Et là où ils disaient qu'il fallait envoyer les salles de couchage au début, maintenant ils envoient de l'armement, quoi. Et ils envoient de l'armement qui nous fait mal. Ben oui, mais c'est ça. La guerre, c'est un affrontement de deux volontés. C'est Clausewitz qui le dit. C'est l'affrontement de deux volontés. Donc soit on dit la volonté c'est pour les Ukrainiens, nous on est derrière, démerdez-vous. Soit on dit bah, on prend part ou on prend pas part. Ou alors on est d'accord ou bien on les appuie. Mais c'est difficile de faire autrement. Alors, puis regardez l'histoire. Chaque fois qu'on a dit non, non, nous, c'est pas notre guerre, on va essayer de tirer l'épingle du jeu, puis démerdez-vous et faites au mieux que le meilleur gagne. Ouais, généralement, vous faites ratiboiser dans la foulée, quoi. Donc, et puis la France, elle a une voix particulière quand même, parce que quand un président dit on va intervenir, on sait, après la guerre froide, que les Russes faisaient quand même très attention à ce que disaient les Français, parce qu'ils savaient que les Français, c'était un peu les Gaulois qui avaient la bombe atomique et qui étaient ingérables. Bah oui, tous les autres, ils ont le nucléaire, mais c'est le nucléaire américain, ou le nucléaire de l'OTAN, mais qui est quand même très otanien, même si c'est des F-35 allemands qui peuvent les porter, etc. Mais c'est quand même c'est très centralisé. Et ils obéissent aux Américains, donc il y a un jeu entre les deux grands. Là, les Français, ils sont imprévisibles, quoi. Et Trump, c'est quand, Trump ou Reagan, chaque fois qu'il s'est montré imprévisible en disant moi je chiche, je le fais, les gars en face, ils avaient la trouille, quoi. Alors, c'est un jeu dangereux, hein, je suis d'accord avec vous. Mais quelque part, de parler de ce qu'on peut faire quand on est français, bah, en face, ça les énerve, quoi. Ils font attention parce qu'ils disent ouais, là, on sait que ça peut faire mal, quoi. Voilà. Après, c'est la grammaire nucléaire hein, dont on parle beaucoup en ce moment. Je ne m'avancerai pas là-dedans. Là, on est dans le politique. Voilà. Mais ça, c'est un jeu politique. Mais vous remarquerez qu'il y a des jeux d'influence très forts contre le président Macron chaque fois qu'il parle de la Russie. Bah, évidemment. Il suffit de bien comprendre d'où ça vient, quoi. Pour le décrédibiliser, pour décrédibiliser son action ou sa grammaire. Voilà. Donc voilà. Après, là, on est dans le politique. Maintenant, pour l'ingénieur, moi, ce que je dirais, c'est que l'ingénieur, il doit comprendre, alors après, suivant où est-ce qu'il est, DGA, pas DGA, etc., c'est qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et qu'à l'heure actuelle, si on n'aide pas notre pays à s'armer ou en tout cas à avoir les bonnes capacités, on peut rapidement se retrouver en état d'infériorité, voire en état de submersion. Vous avez des pays qui sont tellement conditionnés par la guerre, c'est pas bien, la dissuasion, c'est pas bien, qu'ils n'arrivent pas à trouver des ingénieurs pour travailler dans l'industrie d'armement. Bah, c'est mortifère, quoi. Parce que du coup, vous êtes obligé d'acheter du matériel américain, mais vous n'êtes pas capable de vous défendre parce que vos propres gens ne veulent pas défendre leur pays avec leur savoir. Voilà. Alors après, on fait la séparation entre oui, mais ça c'est du défensif et c'est de l'offensif. Une armée, il faut qu'elle puisse manœuvrer, il faut qu'elle puisse tirer, et il n'y a pas d'armement offensif ou défensif. Je regrette. C'est un armement qui tire à 2000, à 4000 ou qui tire à 10 000 mètres, quoi. Voilà. Parce que suivant où est-ce que vous êtes, vous allez dire là j'ai le droit ou j'ai pas le droit. Non, mais en revanche, c'est justement parce qu'on a des ingénieurs en France qui ont le souci de la souveraineté française qu'on peut combattre et qu'on peut être autonome. Vous savez, le gros avantage, et on s'en rend compte depuis 10 ans, d'avoir une industrie de défense qui est autonome et souveraine, c'est qu'en fait, on peut intervenir où on veut.
Et on fait ce qu'on veut. Et on se défend si on veut. Actuellement, les matériels américains, ils ont, ou même dès que vous prenez une composante, une pièce détachée américaine dans un véhicule, un avion, les Américains peuvent vous interdire d'utiliser votre avion pour en opération. C'est ce qu'on appelle les mesures ITAR. C'est un peu comme vous utilisez le dollar, mais je ne suis pas d'accord avec votre contrat et je vous mets en tôle. C'est pareil. Ils ont mis la justice au service de finalement de leur puissance. Et donc maintenant, les mesures ITAR, c'est on vend du matériel, mais si on n'est pas d'accord avec cet engagement, on vous interdit d'utiliser le matériel. Et si vous ne voulez pas, on ne vous donnera pas les pièces détachées. Les Allemands, c'est pareil, hein, ce qu'on appelle German Free, c'est ils ont une liste de pays qui ne veulent pas aider, et donc les pièces, ils ne les donneront pas. Alors, je ne dis pas que nous, on vend tout à n'importe qui, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle des sièges, donc qui sont des commissions interministérielles où on décide à qui on vend et à qui on ne vend pas, en fonction de la position et de la politique française. Mais en même temps, si vous achetez que du matériel allemand, américain, etc., bah, s'ils décident que vous ne l'utilisez pas parce que votre guerre, il la considère comme non légitime, bah, vous ne pouvez pas utiliser. Donc la vraie autonomie, c'est celle-là. Hein. Moi, je suis parti au Mali, mais je ne me suis pas posé la question de savoir si les Américains ou les Allemands étaient d'accord pour que j'utilise mes armes. C'était les armes françaises, et on les utilisait comme on voulait, nos postes radio, nos missiles anti-chars, etc. Mais ce qui paraissait normal avant, maintenant, ne l'est plus, quoi. Et vous avez beaucoup de pays qui achètent du matériel français parce qu'ils savent qu'on ne va pas leur interdire d'utiliser leur matériel. Alors, on ne vend pas à n'importe qui non plus. Hein. Mais en même temps, vous voyez, il n'y a pas ces mesures-là. Ça compte beaucoup. Et c'est parce que nos industriels ont les moyens de développer des matériels qui sont performants. Voilà. Et la DGA fait attention à quelles sont les composantes de souveraineté nationale. Si vous voulez, un camion, tout le monde peut faire un camion. Vous pouvez acheter une plateforme tchèque, vous pouvez acheter, je dis bien, c'est comme un peu les munitions de tout à l'heure. Par contre, vous faites, il y a des sous-ensembles d'avions, des sous-ensembles spatiaux, même des sous-ensembles, si vous ne savez pas les faire, en fait, vous perdez la guerre, quoi. Et actuellement, l'IA, c'est aussi ça. Donc, vous devez miser là-dedans, sur le plus technologique. Et puis, vous avez des... Et puis, alors, je ne parle même pas de la dissuasion, où là, on doit pouvoir être autonome, quoi. Voilà, donc l'ingénieur, je pense qu'il n'a jamais eu autant de place dans le dispositif de défense. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je sais pas si, je pense qu'on va clôturer quand même la séance, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on est derrière. Oui. Sinon, j'ai une question double. Allez, je vais faire les réponses courtes. Ouais. J'ai une question sur ce que vous évoquiez sur le. Bon, je recommence. Dans l'armée française, on a un peu de tout, un peu de rien. Donc, je prends une phrase. Enfin, bon, ça fait 35 ans que mon père il est dans l'armée, et souvent il dit que l'armée française c'est l'ambition de l'armée américaine, mais avec les moyens de l'armée. Je tairai le nom du pays, mais vous y êtes peut-être allé. Globalement, enfin, on veut tout faire, on veut être opérationnel partout, mais au final, on est capable de peut-être pas faire grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous en pensez à l'avenir avec les lois de programmation militaire qui sont votées chaque année? Donc votre avis sur ça. Et j'avais une deuxième question sur ce que vous évoquiez sur la sélectivité, on va dire, de la France en termes de vendeuse d'armes. On va dire, on se place juste derrière les États-Unis, mais par exemple, vous disiez qu'on était copain avec la Belgique, mais la Belgique, par exemple, c'est 34 F-35 et pas de Rafale dernièrement, enfin, quand ils ont renouvelé leur flotte. Et donc, on n'arrive pas à convaincre nos voisins belges. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre plus attractif, ou votre avis par rapport à ça? Merci beaucoup. D'accord. Oui, bon, je vais essayer de faire court. L'ambition française, c'est quand même la singularité française. C'est un pays nucléaire qui a une voie à part entre les grands et qui défend une position qui est généralement la position attendue ou en tout cas un peu décalée. Bon. Et c'est aussi la volonté de pouvoir intervenir où elle veut. Et pendant 30 ans, on l'a quand même bien fait. Voilà, on a été en opération, on a été les premiers sur la Fort-Pronu après Srebrenica. Enfin, à chaque fois, on est intervenu. On dit on n'y arrive pas. Moi, je regrette. Moi, j'ai été en Bosnie et à Mitrovica. C'est quand même la paix actuellement en Yougoslavie, alors que c'était une poudrière. On a été en Côte d'Ivoire. On a séparé les populations au nord. Et maintenant, la Côte d'Ivoire, elle vit bien. Elle vit même très bien. J'y suis retourné il y a 3 mois. Ça vit bien. Donc, on n'a quand même pas tout loupé. L'Afghanistan, d'accord, on est parti comme tout le monde, mais il y a quand même des zones où on est intervenu où ça s'est quand même bien passé. Voilà, faut pas tout noircir. Et en fait, en France, on est quand même le pays de l'autodénigrement. On est mauvais, on n'a jamais réussi à faire ci, on a fait ça. Enfin, les étrangers ne nous voient pas du tout comme nous on se voit d'ailleurs. Hein.
Dès que vous allez à l'étranger, les gars, vous dites, ah, vous avez de la chance parce que vous avez le nucléaire, vous intervenez quand vous voulez, vous avez un armement qui vous permet de faire ce que vous voulez. Alors que nous, on dit, ouais, mais on n'en a pas assez, il nous manque tel truc, et puis on est mauvais. Enfin, bon, la vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a un ensemble cohérent, mais on est toujours en limite de capacité. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'ambition d'être un pays qui est autonome, et on l'est. Mais à l'heure actuelle, où on est sur des combats de retour de haute intensité de masse, il nous manque de la masse. Voilà. Et là, je suis d'accord avec ce que dit votre père, et je le dis le premier. C'est-à-dire qu'on a un ensemble cohérent, mais on n'a pas assez en munitions, en blindés, parce que pendant 30 ans, on a décru complètement. Vous voyez, Nexter, il est passé de 10 000 à 3 000 ouvriers, quoi. La BITD, elle a fondu pendant 30 ans, parce qu'elle n'a pas reçu de commande. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'elle remonte pour qu'on puisse à la fois exporter et à la fois s'équiper. Et sur les Belges, c'est un cas particulier. Les Belges, si vous voulez, quand vous parlez avec les Belges, ils vous disent, bah, nous, on est un petit pays, on dépend de l'OTAN, on est avec les Hollandais qui sont au nord, et puis on aime bien la France. Donc on donne des gages à l'OTAN avec du F-35. Notre marine, elle est autant hollandaise que belge, et l'armée de terre, bah, on va se marier avec vous. Et l'armée de terre belge, elle est complètement mariée avec les Français maintenant, dans le cadre de Camo. Donc voilà, on remonte en puissance, et on a remonté en puissance avant les autres, puisque la LPM c'était avant les autres, mais ce qu'il faut, c'est qu'on continue l'effort, sinon on va continuer à être trop faible. Voilà, il nous manque de la masse et de l'épaisseur. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, quoi. Même si on essaie de nous attaquer par l'influence en disant qu'on est des colonialistes, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Mais enfin bon, honnêtement, il ne faut quand même pas se voiler la face, quoi. Ouais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, ma question est plutôt tournée vers l'avenir. Vous l'avez dit, pendant les 30 dernières années, l'armée française faisait face à des conflits asymétriques. Ouais. Et force de constater que le futur annonce plutôt des conflits face à d'autres pays. Ouais, ouais. Donc ma question est plutôt de l'ordre technique. Comment l'armée française se prépare au niveau de ses formations? Comment son innovation change? Et contre qui elle se voit combattre dans le futur? Ouais. Bah, en fait, je vais vous surprendre, l'armée française, elle a toujours considéré que le combat symétrique était le combat prioritaire. Donc les unités, depuis 30 ans, on les prépare pour le combat symétrique. Et puis, lorsqu'elles partent en opération, que ce soit pour le Kosovo, l'Afrique, etc., les 4 derniers mois, ils se préparent pour le type de combat qui vont avoir lieu ou le type d'expédition qui vont avoir lieu. Mais en fait, le combat symétrique est le combat premier, c'est le combat interarmes. Et à la rigueur, moi j'ai toujours entraîné mes unités pour le combat symétrique, en me disant, si vous savez faire ça, vous saurez faire autre chose. Et d'ailleurs, le Mali, c'est ce qui s'est passé. Quand il a fallu tirer des bombes avions, des hélicoptères, des chars, bon, on l'a fait parce qu'en fait, on était habitué à faire du combat interarmes. Voilà. Bon, sauf que là, maintenant, on est avec un revirement complet. Il y a 2 ans, il y avait plus de la moitié des forces françaises qui étaient en Afrique. Pour vous donner un ordre d'idée, la force d'action terrestre française, sur 105 000, il y en a 77 000 qui sont dans les régiments, qui sont les unités combattantes. Sur les 77 000, il y en a en permanence 27 000 qui sont en posture opérationnelle. Ça veut dire que vous avez un soldat sur 3 qui n'est pas chez lui, qui est soit à Sentinelle, soit qui est en opération, soit qui est en Roumanie, dans les pays baltes, ou qui est prêt à partir en étant de guépard. Vous voyez, 1 sur 3. Donc ça veut dire que les gars, ils n'arrêtent pas de tourner, quoi. Ils sont rarement chez eux. Ou bien ils sont en alerte. Bon, mais c'est là où il manque aussi un petit peu de masse. Voilà. Mais c'est ça qu'il faut réussir à remonter en termes de masse pour pouvoir ensuite tenir dans la durée et continuer de s'entraîner. Mais en 2 ans, on est passé d'un centre qui était plutôt africain. On a complètement quitté l'Afrique, il n'y a pratiquement plus personne. Parce que les gens nous ont dit, bah, dehors, très bien, dehors. Et maintenant, bah, l'armée de terre, elle est plutôt orientée au niveau des pays de l'Est. On a, avec les Belges, avec d'autres pays, on a un bataillon et bientôt une brigade qui est en Roumanie. Et on garde et on fait également des mesures de réassurance dans les pays baltes. Avec les Anglais, avec les Allemands. On est dans les pays baltes pour dire aux Russes, vous attaquez pas les pays baltes parce qu'on est sur place, sinon vous allez nous affronter avec vous, quoi. Vous voyez, et en fait, maintenant, le front est passé à l'Est. Et le niveau d'emploi, qui était le niveau de la brigade, 5-10 000 hommes, maintenant, le niveau d'emploi, c'est la division. Donc, on est vraiment sur les grandes unités. Et on travaille plus au niveau des grandes unités. L'armée de terre, elle a complètement changé. Elle était un modèle au contact, maintenant, elle est un modèle au combat. Ça ne vous dit rien, mais ça veut dire que depuis 2 ans, elle a changé. Elle dit maintenant, c'est prêt à l'emploi avec des grandes unités. Et non pas des petites unités modulaires pour partir en Afrique ou ailleurs. Vous voyez, c'est un corps vivant en permanence. Et l'innovation au niveau capacitaire, là aussi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui perfuse par le bas pour pouvoir s'adapter plus vite. Mais ça prend du temps, hein. Pour acheter des FPV, pour acheter des petits drones par centaines ou par milliers comme font les Ukrainiens, bah, il faut du temps, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en guerre, ça va depuis 2014, et ils ont une innovation qui est très réactive. Nous, elle n'est pas aussi réactive. Et il faut qu'elle le devienne, mais elle n'est pas assez réactive.
Peut-être parce qu'on n'est pas en guerre d'ailleurs. Donc nos procédures sont encore un peu lourdes. Donc c'est ça qu'il faut bouger. Et c'est tout le défi de la DGA actuellement. Bon, eh ben, merci énormément. C'est la fin de cette conférence. Merci d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Hein.